Bonjour à tous. Je suis pas du tout, mais je suis pas du tout en retard. Pas du tout, pas du tout. Comment ça va? Je suis très heureux de vous retrouver. Ouais, je sais, je suis en retard. J'avais annoncé hier soir 9h45, je crois, et puis 10h finalement. Mais je vous lisais quelqu'un dans le chat qui écrivait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va encore trouver comme excuse? J'en ai une super bonne. J'ai une très bonne excuse. Pourquoi j'ai un petit peu de retard? Oh, c'est gentil. Crow Score, tu m'as manqué, mais vous m'avez manqué aussi. Combien de jours j'ai fait sans streamer? Est-ce que vous avez... Je sais plus. J'essayais de trouver l'info juste avant de démarrer, je sais plus. Est-ce que c'était mardi la dernière fois? Est-ce que vous me confirmez le mardi pour la dernière matinée, Étienne? Et après, je vous donne mon excuse. 3 jours? Non, non. Non, c'était pas dimanche. J'ai dû faire lundi ou mardi. Non, je vous jure, quelqu'un qui me dit dimanche. Non, quelqu'un m'a dit 3 jours. 3 jours? Ok. C'était le 21. C'était le 21. On est le 25, 3 jours. Ok. C'est écrit 4 jours sur Twitch. Bon, il y a débat. Bon, c'était trop long, de toute façon. Bon, très heureux de vous retrouver. Alors, j'ai quelques excuses quand même. Bon, il y a eu l'émission de France 2 préparée qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis, il y a eu ma semaine qui pique, hein, comme je l'appelle. Cette semaine, une semaine par mois où je cumule la matinale de France Info et les enregistrements de questions pour un champion. Voilà. Et du coup, lever 2h du matin, arriver à 3h à la rédaction de France Info, la matinale jusqu'à 8h30. Et au lieu de rentrer ici pour streamer avec vous, je file à questions pour un champion. Les studios sont à Saint-Cloud, 9h30, PAT, prêt à tourner, comme on dit, maquillé, hein, pour cacher les cernes. Et c'est reparti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 émissions, questions pour un champion par jour. Fin vers 19h30, retour à la maison, on passe un peu de temps avec les enfants parce que c'est plus important que tout, un petit dîner, on dort 3 heures et on recommence. Donc là, du coup, il n'y a pas le temps de streamer. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'étais pas là, c'est ma semaine qui pique. Et puis pour ce matin, alors pourquoi un quart d'heure de retard? Parce que ça a un lien avec l'invitation de Grand Corps Malade, qui est donc notre invité ce soir à 18h sur cette chaîne Twitch. Je dis notre invité parce que c'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions, hein. Je pense que vous avez compris le concept. Et en fait, je tenais à avoir un nouveau truc qui est juste à côté de moi, là. Je peux peut-être même vous le montrer. Regardez, on voit pas très bien, mais le retard, oui. Vous voyez, alors c'est pas le ventilateur, là. Non, à côté du ventilateur, le truc sous plastique, là. Qu'est-ce que c'est, ça? À votre avis, on devine un truc sous plastique, là. Vous imaginez ce que c'est ou pas? Hein? Est-ce que quelqu'un... ça rapporte pas de points, on n'est pas à question pour un champion? Un siège, un chien, non. Un plexi. Alors là, je dis bravo à Claims. Bon, ça y est, vous avez compris. C'est un plexi. J'ai fait fabriquer un super plexi, voilà, avec un pied nickel et tout, parce que je trouvais ça plus cool, même si avec nos invités, on était parti du principe qu'on se faisait tester juste avant l'émission, histoire aussi de montrer le bon exemple. Eh bien, plutôt que porter des masques, eh bien, j'ai fait fabriquer un super plexi. Donc ce soir, entre Grand Corps Malade et moi, il y aura un magnifique plexi à la maison pour nous séparer, et vous le verrez quasiment pas, il sera hop comme ça face à moi. Et donc j'en ai accusé réception ce matin par la super équipe qui m'a fabriqué ça en 2-3 jours. Voilà les amis, je suis en train d'une vraie chaîne de télé ici maintenant. Voilà pour le petit retard. Bon, merci d'être là. Est-ce qu'il y a des nouvelles, que je les accueille dignement et que je vous explique le concept de la matinée Étienne? Il y a des nouveaux? Salut Julien, Hypertexte 1, il est cool ce pseudo. Salut Louis, ouais, salut, bienvenue. Nouveau me dit Daddy Cool, oh là là, les pseudos, j'adore. J'ai des beaux jours de Besançon, ouais, il y a plein de nouveaux, et de nouvelles. Hop, je ralentis un petit peu le chat pour vous saluer. Excel XIO par exemple, premier live pour T-Bookstat, nouvelle pour Evasia, nouveau pour Resound Z, Chrono Ben. Ah, c'est Chromo d'ailleurs, pardon, première fois. Mythic R&B, première fois. Nouvelle depuis 3 semaines. Me dit Mimini Nawal. Il est dur à prononcer ton pseudo. Oscar56, bonjour. Lolotte51, première fois, etc. etc., etc. Kikro Rino. Oh, c'est là que je me rends compte que le lever à 2h du matin pour lire les pseudos compliqués, ça pèse quand même. Bon, alors. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles. La matinée Étienne, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on fait? On lit les journaux. Tadam! Ils sont là. Alors, du lundi au jeudi, c'est la bonne vieille presse papier, que j'adore d'ailleurs, que je kiffe. Parce que je les lis à France Info le matin, et puis je les lis un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie pour vous, et je les ramène après. Et puis le week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est la même journaux, mais version numérique que je télécharge sur ma tablette. Donc là, on est en version papier, donc c'est cool parce qu'on a le bruit, j'adore le bruit du papier.
L'odeur aussi, parce que chaque journal a une odeur différente, voilà, selon l'encre, selon la qualité du papier. Voilà. Et on lit les journaux ensemble parce qu'on est sur Twitch, c'est pas un monologue, on échange beaucoup. Et puis on parle des sujets d'actu, on fait des sondages, et on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, ça nous emmène vers la vie. Est-ce que ça salit les doigts, me dit Sieur Newt. Parfois, il y a des journaux qui tâchent beaucoup plus que d'autres. Libération à une époque, c'est beaucoup moins vrai. Quand vous lisiez Libé, vous aviez les doigts super tachés d'encre et il fallait les laver après. C'est moins vrai aujourd'hui. Donc voilà. Voilà pour le principe. Alors ça, c'est le cadre éditorial. Et puis après, il y a la philosophie de ce rendez-vous, qui est un rendez-vous cool. C'est-à-dire qu'ici, on aborde tous les sujets, même ceux qui fâchent. D'ailleurs, souvent ceux qui fâchent. Mais on en parle tranquillement, de façon assez apaisée. Toutes les opinions sont permises du moment qu'elles sont légales. Voilà. Je rappelle souvent que le racisme n'est pas une idée, c'est juste un délit. Donc toutes les opinions légales sont autorisées à condition qu'elles soient exprimées correctement, voilà, avec respect, surtout dans le chat les uns par rapport aux autres. Voilà. Quand on exprime une idée, on veut la voir respectée par les autres. Voilà. Donc ça, c'est un cadre important. À 99,99%, d'ailleurs, ce cadre, vous le respectez tous les jours. Donc c'est un chat qui est très peu modéré. Voilà. Mes modérateurs qui sont super me disent qu'ils ont de moins en moins de travail. Et puis de temps en temps, il y a un petit malin ou une petite maligne qui n'a pas compris le cadre et qui dit des bêtises ou qui est un petit peu agressif ou qui insulte les autres. Évidemment, on l'invite à aller voir ailleurs, c'est important. Voilà, c'est tout simple en fait, le cadre, il est trop cool. Bon, je vous montre un petit peu de quoi on parle ce matin. Je vous montre un petit peu les unes, et puis on démarre. Donc d'abord les unes pour voir de quoi parlent les journaux. Ah mais non, je vous ai même pas demandé d'où vous étiez ce matin, parce que le débat très important de Torpen X, faut-il tolérer l'intolérance? Ça, c'est un débat super important, il faudrait qu'on l'ait un jour. Oh, il y a Angilou qui me dit, pour éviter d'avoir les mains sales avec le journal, il faut le repasser. On peut repasser le journal? Sérieux? Ouais, mais alors ça flingue le fer à repasser. J'imagine la scène. Genre, je repasse, le Figaro, Libération, les Échos, etc. Donc, alors, a priori, ça me laisse plus d'encre sur les doigts, mais alors, ça flingue le fer, on est d'accord, quoi. Et après, tu as, imaginons madame qui passe derrière pour repasser, je sais pas, une chemise à laquelle elle tient vachement. Et ça veut dire et du coup, tu as la une de Libération qui s'imprime sur la chemise. Peut-être que j'exagère, mais je suis pas sûr ça se repasse le journal? Ouais, j'ai l'impression que certains connaissent le truc. Ok, d'accord. Tu peux repasser avec un essuie, un truc de vaisselle. Il y a des conseils qui arrivent là. Je connais une mamie qui le fait. Tu connais une mamie? Ah, avec une serviette par-dessus. Oh là 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 là, les détails, j'adore. Bon, merci pour les conseils. Oui, je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez ce matin, parce que ça y est, ça s'est commencé, parce que moi je suis là dans une petite chambre à Paris, je vois Bourg-Saint-Maurice, je vois La Réunion, je vois Grenoble, je vois Toulouse, je vois la Drôme, je vois Dunkerque, je vois Aix-les-Bains, je vois Metz, je vois Lyon, Amiens, Vannes dans le Morbihan, je vois Schaffhausen, je vois Amiens, je vois... C'est pour sécher l'encre. Ah non, c'est pas une ville, c'est le débat sur le fer à repasser. Et certains me signalent que dans les familles riches, autrefois on le faisait. Dans Downton Abbey, me dit Ashlom, c'est le majordome qui repasse le journal tous les matins. Je ne savais pas. Grenoble, Perpignan, Tours, Guérande, Châlons dans le 85, Audien, Dublin, Paris, Reims, Lyon, Bruxelles. Amis belges, je vous salue. Montpellier, best ville ever. Très objectivement, bien sûr, me dit Silverus. Val d'Oise, Toulon, Rouen, La Rochelle, Grenoble, Angers, 49. Bonjour de Saint-Martin-du-Fouillou. C'est où? C'est dans le 79, me dit-on. Belgique, Thionville, Meudon, Lyon, Belgique, Annemasse, Amiens, Brest, Suisse, Thionville. Vous êtes de partout. Vous êtes. Est-ce que j'ai un petit peu d'Européens? Est-ce que j'ai des gens à l'étranger? Oui, Madrid, Laponie finlandaise. Blanca du 12. Laponie. Waouh. Coucou de Marseille. De Liège, de Bretagne, de Clichy, ça veut dire que t'es pas très très loin, hipster coco, de Metz, de Bretagne encore, les Bretons sont là, les Épaisses, du côté du Puy du Fou, me précise Spict, je viens du Maroc vers Marrakech, mais t'as tellement de chance, c'est tellement beau là-bas, de Ma Cuisine, très bel endroit, de Palaiseau, de Rouen, et pourquoi pas Monsieur qui repasse, me demande Alain Piézel, je repasse, je suis même la personne qui repasse le plus, parce que je suis un gros maniaque, et je peux dire que mes chemises, personne n'y touche, je repasse, c'est même pas trop d'ailleurs parce que je suis pour la parité, c'est parce que je suis un gros maniaque. Fréjus, Côte d'Azur, Paname City, Mantes-la-Jolie, Varsovie, Chinon, Grenoble, Paris, Amiens. Je suis... Il y a des trucs que je lis pas, même si je valide certains humours. Bon, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à
J'ai le temps ce matin, hein. On est ensemble pour 2 heures. On est ensemble jusqu'à midi, tranquillement, pour lire les journaux. On fait tout ça, et après on fera un petit raid à la fin. C'est un truc que j'adore pour aller découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Allons voir ce qu'il y a en une de vos journaux ce matin. Il y a un homme dont on parle beaucoup ce matin dans les journaux. Il s'agit de politique. Vous avez une idée de cet homme? Pourquoi on parle de lui et qui est-il? Vous avez une idée? Et pour ceux qui sont à mort sur l'actu ce matin? Xavier Bertrand. Bonne réponse de Weltinet. Pierre Ménès, on a pas mal parlé ces derniers jours. Ouais, en fait, vous n'avez pas besoin que je vous lise les journaux. Le Xavier Bertrand, il est partout. Vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. En fait, ça part de là. Tout part de là. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, interview exclusive dans le magazine Le Point, là, ce matin, qui vient de sortir, où monsieur Xavier Bertrand, donc ex-LR, puisqu'il a quitté son parti, ce qui lui est reproché par une partie de la droite d'ailleurs, annonce « Je serai candidat ». À quoi? Alors, pas à Question pour un champion, pas à koh, non, à la prochaine présidentielle. Alors, c'était pas vraiment un secret, un secret de polichinelle, plutôt. Le fait que Xavier Bertrand pensait très, 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 très fort à la présidentielle, et pas seulement en se rasant le matin. Ce qui est un peu surprenant, c'est pourquoi maintenant? On est loin quand même, c'est à plus d'1 an, on est en pleine crise sanitaire, il y a les régionales. Pourquoi? Quel est son parti maintenant, me demande The Michou? Je crois qu'il n'y a pas de parti. Le parti de Xavier Bertrand, aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand. Voilà. Mais il ambitionne d'être quand même le candidat de la droite. Il aimerait qu'il n'y ait personne face à lui. Bon. Alors, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il a des chances d'être le candidat de la droite? Est-ce qu'il a des chances tout simplement de remporter la prochaine présidentielle? Quel est son programme? Pourquoi il se lance maintenant? C'est un peu l'homme du jour, en politique en tout cas. Et il y a beaucoup d'articles qui lui sont consacrés. Il y a une analyse par exemple qu'on lira dans les Échos, voilà, avec article avec lequel on comprend bien pourquoi il part maintenant. Il y a une autre histoire aussi, une des Échos, regardez. Vaccin, l'Europe s'arme face au Royaume-Uni. Royaume-Uni, c'est la crise sanitaire. Il y a des tensions en ce moment entre l'Europe et le Royaume-Uni. On verra pourquoi. Une histoire d'exportation et d'importation de vaccins. C'est pas anodin parce que ça fait la une de l'opinion. Regardez, vaccin, la menace du blocus. Voilà. L'opinion qui nous parle d'une autre candidate putative, comme on dit, potentielle à la prochaine présidentielle à droite, qui est Valérie Pécresse. Et pourquoi elle n'y va pas en ce moment? Il y a Onirex TV qui me dit « Samuel, tu es une star au sein des équipes service client France d'Amazon. » Mais ça me fait très plaisir, mais pourquoi? Parce que c'est ma femme qui commande beaucoup de choses, c'est pas moi. C'est un défilé de colis à la maison tout le temps. Hélène, elle travaille beaucoup, alors elle n'a pas le temps de faire les courses. La crise sanitaire, toujours à la une, d'autant que désolé, mais j'en parle pas trop, moi, de la crise sanitaire. J'ai pris le parti il y a quelques temps, je voulais expliquer, de ne vous donner que ce qu'il y avait de nouveau sur la crise sanitaire, parce que je crois qu'on a compris que c'était la crise sanitaire, que ça n'allait pas très fort. Alors le redire tous les jours sans rien apporter de nouveau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc j'ai pris le parti il y a quelques mois déjà de ne vous donner vraiment que ce qu'il y a de nouveau, un nouveau vaccin, vraiment un fait marquant nouveau, des nouvelles règles sanitaires, ok, tout ça. Bon, là, on fera un petit point parce que les derniers chiffres sont vraiment pas bons, et on se posera la question avec le Parisien notamment, mais pas seulement, avec Libération aussi, de savoir si la politique du gouvernement est la bonne. Par exemple, les écoles. Vous savez que ce gouvernement a dit on va essayer de laisser les écoles ouvertes, et si vraiment la fermeture, ce sera en cas de dernier recours. Alors Libération pose la question, est-ce qu'il faut fermer les écoles, voilà, pour mieux lutter contre la crise sanitaire? Libération donne la parole aux deux partis. Les JO, les Jeux Olympiques au Japon, c'est pas tout de suite, mais ce matin, pour ceux qui ont regardé les chaînes info, il y a eu le départ de la flamme olympique de Fukushima. D'ailleurs, c'était symbolique, bien sûr. Je crois qu'on est 10 ans après la catastrophe nucléaire. Et donc, la flamme olympique est partie de Fukushima, et on se penchera sur ces JO, Jeux Olympiques au Japon, qui sont vraiment dans une ambiance très particulière, et pas seulement en raison de la crise sanitaire. Merci Cœur de Feu pour le petit message sympa là. Je ne le lis pas parce qu'il est trop gentil pour moi. Et après on va dire que je m'envoie des fleurs, mais merci, ça me touche ce que tu viens d'écrire. Donc on parlera des JO parce que je n'avais pas lu grand-chose d'intéressant là-dessus, et puis là je vois que vraiment ce seront des Jeux Olympiques très particuliers. On le comprendra avec la lecture donc de La Croix. L'Express pose une des questions les plus essentielles ce matin. À quand la fin? À quand la fin de la crise sanitaire? Est-ce qu'on peut imaginer, pas une date, mais une zone de temps dans laquelle on pourra se dire, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va être terminé? Je vous spoil un peu le dossier.
c'est super chaud. C'est hyper compliqué d'éventuellement prévoir un moment de fin pour cette crise sanitaire pour plein de raisons. L'équation est super complexe. On va s'aérer aussi un petit peu la tête. On ne va pas parler que de politique et de Covid. Non, par exemple, dans le supplément Figaro et vous, ça c'est un peu les pages culture, art de vie du Figaro. C'est vachement bien fait. Moi, c'est un des trucs que j'ai le plus de plaisir à lire. On verra. J'adore ce bruit. J'adore. Est-ce que je peux lire l'horoscope? Non, non, j'ai pas le temps de lire l'horoscope. Je vais pas vous lire les 12 signes de l'horoscope. Voilà. Vous entendez ça? J'adore ce bruit. Voilà. On va parler de Robert Johnson, la première rockstar de l'histoire. C'est le monsieur là, vachement, une histoire complètement dingue. Un monsieur qui est pas totalement un inconnu, parce qu'en fait pour les grandes rockstars, je sais pas, pour les Rolling Stones par exemple, c'était vraiment un pionnier, un fondateur. En fait, il a inspiré plein de gens. Le monsieur là, on est en quelle époque? Il est mort en 1938, vous voyez, donc première rockstar de l'histoire. Et il y a une histoire, il y a une légende de pacte faustien, de pacte avec le diable. Il serait devenu un guitariste de génie après un pacte passé avec le diable, un carrefour. Ça c'est la légende, évidemment on ira au-delà de la légende. Quelqu'un me dit c'est pas Elvis Presley. Ben non, il y a eu des gens avant Elvis Presley qu'on peut considérer comme les pionniers, les pères du rock, ceux qui venaient du blues. Et puis quelque chose qui m'a beaucoup touché ce matin dans Paris Match. Alors c'est pas Florian Zeller j'allais dire jeune écrivain. Il a été jeune écrivain, il l'est toujours, hein, mais un tout petit peu moins. C'est pas Florian Zeller, même si c'est très intéressant. C'est ce garçon dont je vais vous parler. Regardez, Samuel Alain Abitbol. L'acteur qui fait la différence. Alors d'abord, je voudrais saluer Paris Match parce que toute la présentation là parle d'un jeune comédien talentueux, quelqu'un qui fait des choses très intéressantes, qui est très prometteur. Et il y a un mot qui est jamais prononcé, c'est trisomique. Ce jeune homme, en fait, il a la trisomie 21, voilà. Et il est comédien. Et Paris Match en parle formidablement. D'abord parce que, voilà, dans la première présentation, il n'y a pas un seul mot de son handicap. Voilà. Et on sent que derrière la trisomie, c'est vraiment le jeune homme qui a intéressé Paris Match, et je trouve que c'est un joli portrait. Donc on finira avec ça parce que ce jeune homme est totalement inspirant. J'ai même regardé s'il avait un compte Twitter ce matin pour lui lancer une invitation en DM pour en parler avec vous, mais il n'a pas de compte Twitter et je ne sais pas comment le joindre, mais voilà, c'est un jeune homme formidable que je vous présenterai tout à l'heure. Bon, bah ça c'est la une de la presse nationale ce matin. Oui, il y a pas mal de choses, hein. Un peu de crise sanitaire, un peu de Xavier Bertrand. Voilà, bah là vous êtes sur le rocker. Ouais, je trouve que ça vous a inspiré. Ouais. Sur le débat sur la fermeture des écoles. Voilà, je regarde s'il n'y a pas un article que je vous ai mis de côté, mais que j'aurais oublié de vous annoncer. Mais je crois que je vous ai dit... Ok, l'essentiel. Bon, ça c'est la une de la presse nationale. Si vous voulez, on va voir peut-être un petit coup d'œil à la presse régionale aussi. Hein, sauf que là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris ma tablette. Elle est à 10 mètres. Vous bougez pas, je vous laisse tout seul. Soyez sages, vous discutez entre vous dans le chat. Je vais chercher ma tablette. Bougez pas. Vous êtes toujours là? On fait le zbeul pendant que le prof part, me dit quelqu'un. Alors le zbeul, c'est quoi? C'est le charivari, comme on disait à mon époque, c'est ça, hein? Alors, c'est le château de 600 mètres carrés de Samuel, mais pas du tout. C'est tout petit chez moi. D'ailleurs, à ce propos, pendant que je s'allume ma tablette, il y a une journaliste de Libération qui est venue il y a quelques jours là pour... alors je suis très fier parce que je vais faire, comme on dit chez moi, dans notre jargon de journaliste, le quatrième de couve de Libération. Donc le quatrième de couve, c'est la dernière page de Libé. C'est un portrait. Alors, je suis super fier de faire ça. Je me demande bien ce que j'ai fait pour mériter un tel honneur. Mais c'est un article qui peut être très positif ou un petit peu, comment dire, qui cherche un peu qui vous êtes vraiment. Éventuellement ce que vous cherchez à cacher. Voilà, il y a le personnage public, et puis il y a qui vous êtes vraiment. Et l'objectif de ce papier, c'est un petit peu de deviner qui vous êtes vraiment. Et donc il y a plein de questions indiscrètes qui sont posées par la journaliste sur plein de choses. Et elle m'a notamment posé la question de la superficie au mètre près
de l'appartement. Plein de questions indiscrètes comme ça, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Bon, bah, je crois qu'on a la tablette, on est en train de charger une. J'avais oublié que je voulais vous parler de ça, donc hop, ça branche. Ne bougez pas, j'allume aussi le petit logiciel dédié lié à la carte d'acquisition graphique. Ouais, j'ai appris plein de nouveaux mots ces derniers mois pour vous envoyer ça. Toc, bougez pas. Toc, toc. Ok, je fais une bêtise. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ça semble marcher. Attention, vous êtes prêts pour le test en direct? 3, 2, 1. Ouf, j'ai cru que ça marchait pas. Bon, feuilletons ensemble la presse régionale. Alors, ça va être vraiment à l'arrache parce que j'ai lu quelques-unes ce matin, mais je ne les ai pas toutes feuilletées. Alors, c'est drôle parce que parfois on a des surprises, on a des dossiers totalement surréalistes et puis on les découvre en même temps. C'est parfois surprenant. Regardons ce qui pourrait être intéressant dans la presse régionale ce matin. Bon, des histoires d'immobilier, c'est un petit peu toujours la même chose. Des histoires de vaccination, bon, on est en train de nous expliquer qu'on va vacciner de plus en plus fort et vite en France, tant mieux, ok. Des dossiers sur l'écologie locale, d'accord. Là encore, c'est comme pour le Covid, hein. Je vais vraiment que sur les choses qui me semblent nouvelles. Ok, ouais. Tiens, juste un coup d'œil à cette une de la Charente Libre sur le télétravail. Salariés et patrons sous pression, parce que c'est vrai que le gouvernement a demandé aux entreprises d'intensifier encore le télétravail. C'est une façon de lutter contre la crise sanitaire. Et ce matin, sur France Info, on recevait un spécialiste des conditions de travail. En fait, c'est un cabinet qui travaille sur les conditions de travail en France, voilà, qui travaille notamment sur le bien-être au travail. Quand il y a des suicides dans une entreprise, par exemple, c'est le genre de cabinet qui est appelé pour voir ce qui ne va pas, comment on peut prévenir ce genre de choses. Et la personne, je disais des choses très intéressantes, notamment que le télétravail, ça réussit bien à certains, et beaucoup moins bien à d'autres. Et alors cette personne donnait un conseil, à savoir deux jours de stream, le lapsus, 2 jours de télétravail maximum par semaine. Ouais, je vois qu'il faisait un petit problème de caméra. Il y a un petit souci sur l'image. Bon, ça, c'est pas très grave, ça se répare en direct. Merci pour les messages. Ouais, je vois qu'il y a le petit décalage. Ça, c'est pas très grave. Hop. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va tout simplement relancer la caméra. Parfois, ça suffit. Je vous mets un tout petit écran de pause. Voilà, merci de me l'avoir indiqué. Ce qui est bien ici, c'est qu'on fait aussi des réglages en direct. J'imaginais à la télé, si on pouvait faire ça. Dites donc, le son est pas très fort là. Oh, la lumière est pas top. Dites donc, le décor là, hop. Et quelqu'un me dit, est-ce que j'ai déjà parlé du FC Silmi? Alors ça, il faut absolument me rappeler parce que je veux absolument vous parler du FC Silmi ce matin. C'est très important. Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Je relance la caméra et vous allez me dire si c'est mieux au niveau de l'image dans un instant. Oui, elle rame la petite caméra de Samuel là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyons. Dites-moi. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça saccade toujours? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ah, le FC Silmi est à mort dans la place. Là. Ça, il y a des fans. Est-ce que c'est mieux? L'image? Est-ce que ça saccade toujours? Toujours bug? C'est pire? Ah, zut. Ah, c'est bizarre. C'est très étrange. Ok. Ouais, c'est bizarre, je vois. Ah ouais, je vois. Ah, c'est drôle. Et le son, c'est comment? Est-ce que le son, c'est bon? Ça rame toujours. Attendez. C'est quand j'ai branché le Elgato, peut-être? Ok, bon, écoutez, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le logiciel. C'est peut-être là. Merci pour les conseils. On va fermer le truc qui me sert à vous balancer. Hop. On va voir si ça arrange les choses. Alors, on va trouver la solution. Voilà. Alors, là, est-ce que ça saccade toujours? Le son est ok, merci pour les retours. On va vous régler ça et après, c'est part. C'est mieux? C'est bon? Ça y est? Ça marche? Ok. Voilà, donc c'était bien le Elgato, effectivement. Ok. Donc maintenant, on relance ce logiciel pour vous montrer les unes des journaux. Voilà. Vous êtes des ingénieurs, en fait, quoi. C'est top. En fait, j'ai rien besoin de savoir en matière technique. C'est vous qui me dites tout. Et là, alors, est-ce que
Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ça resaccade, non? Décalage, ouais. Il faut redémarrer le Minitel. Ouais, je sais. Décalé, c'est décalé. Il y a un gros décalage son. Eh ben c'est pas grave, on relance la caméra. Bougez pas. Toc, hop, une petite pause. La caméra, on va bien y arriver. Et puis si on n'y arrive pas, eh ben, tant pis, on se passera de la PQR ce matin. Ok? Voilà. Mais en tout cas, voilà. Bon, je veux pas réveiller Étoile à cette heure-là, le pauvre, il a vraiment de choses à foutre. Pauvre Étoile. Laissez-le se reposer. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, vous n'avez rien loupé parce que pour l'instant, on est en mode réglage. C'est bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit peu d'informatique. Voilà. Allez, dernière tentative, on lance la caméra pour supprimer le petit décalage son-image. Voilà. Dans quelques secondes, elle est en train de s'allumer. Mais je pense qu'on a tout réglé. Alors, ok, attention. Et là, dites-moi, est-ce que ça va? Voilà, on en est tout. Voilà. Est-ce que ça marche? Voilà. Là, ouais, pareil. Ok, toujours pas. Bon. Décalage. Ouais, c'est bizarre. Parce que là, j'ai une bonne connexion. Merci pour le raid Space Explorer W. Je les rate parce que j'ai pas d'alerte raid, moi. Merci beaucoup. Parce que il faut que je mette en place cette alerte raid d'ailleurs. Merci beaucoup pour le raid à l'instant, c'est hyper sympa. Voilà. Je raid, on me raid, c'est formidable. Voilà. Ok. Donc, petit décalage. Son-image. Peut-être le rebrancher. Saccade et décalage. Ok. On va régler ça, vous inquiétez pas. Voilà. Je regarde, voilà. Qu'est-ce que... Non, normalement c'est bon. Du PC qui doit galérer. Ouais, il y a un petit truc. Ouais. Bon, écoutez. Et si le son est bon et que... Voilà. Et que quand je vous mets les unes, vous les voyez, ça va. Hein, le son est pas mal. Voilà. Non, je vais pas redémarrer le PC. Non, je vais pas redémarrer le PC. Hein, bon. On va pas tout relancer. Ok? Ah. Allez, on y va, les gars. L'important, c'est l'actualité. Tant pis pour voilà, une connexion d'image pas terrible, mais c'est pas très grave. Bon, continuons avec la presse en région qu'on était en train de lire. Donc voilà, le télétravail, c'est un débat, c'est un débat important. Le gouvernement nous demande d'être plus en télétravail pour lutter contre la crise sanitaire. La question, et on a fait d'ailleurs une émission là-dessus sur cette chaîne Twitch, c'est que ça réussit pas à tout le monde. Il y a des gens qui vivent très très bien le télétravail, d'autres pas du tout. C'est un petit peu comme on veut. Oh, continuons. Qu'est-ce que c'est que cette une? Quand je vous dis que parfois il y a des trucs totalement surréalistes, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est drôle parce que ça fait penser à une autre actualité dont on a beaucoup parlé dans les journaux ces derniers jours. Il n'y avait rien d'ailleurs sur cette affaire ce matin. Le Courrier, la Gazette, il filmait sous les jupes et se retrouve en prison. Un Saint-Michellois de 42 ans a été condamné, bon, bah, très bien, pour avoir filmé sous les jupes de clients de magasins à Hirson et Fourmi. On est où là? Hein? Non, on est où ça? Hirson et Fourmi. On n'est pas en Belgique là? Je me demande. Vérifions. Hop, on aura appris un truc de plus. Bougez pas. Hop là. Voyons où on est. Alors, Hirson. Dans le nord? Hop. Ouais, 59, ouais, vous avez raison. Ouais, on est dans le nord de la France. Ok, d'accord. Bon, décidément, les garçons ont du mal à comprendre hein, les rapports corrects qu'on peut entretenir avec la jante féminine. Bon, un nouvel exemple ici. Ok, très très bien. Je pense qu'on va revenir sur l'affaire Ménès dans les prochains jours. Hein. Ce matin, il n'y avait pas d'article et moi, le principe, c'est vraiment, je vous lis les journaux. Donc, pas d'affaire Ménès ce matin. Mais je suis sûr qu'on va y revenir dans les prochains jours, qu'on aura l'occasion d'en parler quand l'affaire a éclaté. Mais moi, je n'étais pas... en stream ce jour-là, donc j'ai pas pu lire les articles qui correspondent. Continuons à feuilleter rapidement la presse en région. Ah, regardez, cette affaire Xavier Bertrand, donc, qui a annoncé sa candidature officiellement à la présidentielle ce matin en une du Point. Il est où le Point? Où est-ce qu'il est? Rien qui marche ce matin. Il est là. Donc,
Pour ceux qui nous rejoignent, ça c'est un petit peu l'info du jour. Xavier Bertrand qui annonce sa candidature. Regardez comment la presse en région en parle. La droite se lance dans la bataille, parce que bien sûr, il n'y a pas qu'un candidat, il n'y a pas que Xavier Bertrand qui pense très fort. Si on zoome un petit peu dans cette une, voilà, regardez les candidats putatifs, comme on dit, potentiels. Vous reconnaissez complètement à gauche Valérie Pécresse, vous avez Laurent Wauquiez, vous avez complètement à droite Bruno Retailleau, si je ne m'abuse, et le président du groupe LR au Sénat. Et puis j'oublie quelqu'un, il y a le Savoyard Michel Barnier qui est au milieu. Voilà. Donc les appétits se révèlent, les ténors sont en embuscade, comme le titre Le Dauphiné libéré, le journal de la région de Grenoble. On va, avec la presse nationale, se pencher un petit peu sur le pourquoi, du comment de cette déclaration de candidature qui arrive un petit peu tôt de Xavier Bertrand. Ok, je vois beaucoup de une sur le marché immobilier. Ah, ça, je suis content que la presse en parle de plus en plus. Là, on est avec la dépêche du midi du côté de Toulouse. Moi, je crois qu'on a sous-estimé les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire sur les petits, sur les jeunes. Là, je parle des enfants, et pas les étudiants, pas les lycéens, les collégiens, mais aussi les plus petits, voilà, parce qu'ils comprennent très très bien ce qui se passe. Parfois, ça peut déstabiliser énormément. Santé mentale, les jeunes qui craquent, voilà, les enfants touchés aussi, on commence à en prendre conscience. Et je crois qu'il faut faire un peu plus attention aux petits autour de nous qui peuvent se poser beaucoup plus de questions qu'on ne croit. L'Écho républicain fait partie d'un groupe qui, depuis quelques mois déjà, fait beaucoup pour les jeunes, voilà, avec des initiatives qui sont lancées ou soutenues ici par l'Écho républicain. Je vois Aidons nos étudiants avec l'opération, c'est ça en fait, c'est cette opération qui se poursuit. Moi je dis bravo à ce groupe de presse qui a lancé cette opération qui s'appelle Aidons nos étudiants, avec ce hashtag Aidons nos étudiants. L'Écho républicain se fait le relais des bonnes idées pour soutenir les étudiants afin de les aider à ouvrir les bonnes portes pour traverser cette période difficile. À mon avis, si vous allez sur le site internet de l'Écho républicain et que vous cherchez les infos liées à ça, vous les trouverez assez facilement. Continuons la presse en région. Ok. Ouais, je vois une manif d'agriculteurs dont je n'ai pas entendu parler en une de l'éveil de la Haute-Loire. Le convoi de la colère, donc agriculteurs, paysans et manifestement... Oula, 500 tracteurs, c'est pas rien. Quelques 500 tracteurs de toute la région, des milliers de manifestants. Ah, c'est à venir, attendu ce jeudi matin. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé ce matin. À Clermont-Ferrand, à Lyon, pour des actions d'envergure. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les revendications? Ils réclament un revenu décent. Ils dénoncent la non-application de la loi Egalim et la baisse annoncée des aides dans la nouvelle politique agricole commune. La loi Egalim, je pense qu'il s'agit de cette loi pour assurer une juste rémunération aux agriculteurs, qui passait notamment par la négociation avec la grande distribution et qui n'a pas forcément eu les résultats attendus, escomptés. Donc manif ce matin dans cette région. Continuons à feuilleter la presse en région. Oh, c'est drôle, c'est drôle. Il y a quelques temps, on a fait bonjour à tous, le constat qu'on parlait sans arrêt du loup. Étrangement, dans la presse française, on a très régulièrement des unes sur le loup. Alors, on en sourit, et en même temps, moi, je pense que ça renvoie... Il y a une peur qui remonte à très très loin, hein, du loup, quand on se penche sur les écrits du Moyen-Âge, le mythe de la bête du Gévaudan, tout ça. Ouais, je sais, pour la caméra, elle marche pas trop. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous savez ce qu'on peut faire. Pendant que je parle, je peux essayer de la lancer une dernière fois d'ailleurs, parce que ça ne m'empêche pas de parler. Donc hop, soyez pas surpris, je vais éteindre la caméra, vous allez continuer à m'entendre. Hop, voilà, je tente des trucs, un truc à faire. Voilà, ici. Toc. Et donc cette peur du loup, elle est assez étonnante parce qu'elle continue aujourd'hui, à l'âge moderne, de s'exprimer. Et on a très régulièrement des unes sur le loup, réintroduit, dans certaines régions. Et là, c'est l'hebdo de l'Ardèche qui se demande si le loup est encore présent dans la région. Donc, il y a peut-être des indices, des traces. Voilà. On sait que c'est toi la bête du Gévaudan. On n'est pas dupe. J'adore. Continuons à feuilleter la presse en région. Ok. Ouais. Ok. Ok. D'accord. C'est toujours pareil, hein, je vous lis que ce qui me semble nouveau. Hein. On ne peut pas lire tous les jours les mêmes actus. Ah, Journal du Centre, par exemple. Ok. C'est mieux la caméra ou pas, d'ailleurs? Hop.
Vous me dites, hein. C'est réglé? C'est réglé? Ça veut dire que là, en faisant un petit peu n'importe quoi, j'ai réglé le truc? Ouais, trop fort. Confinement, se demande le journal du Centre, puisque jeudi, on est jeudi, donc conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, et on s'attend à des nouvelles mesures sanitaires. Alors, confinement pour l'interrogation, le titre est intéressant parce que vous savez que c'est un mot que le gouvernement n'essaie pas essaye d'éviter à propos des dernières mesures sanitaires, et certains départements pourraient rentrer dans la liste. Vous savez, actuellement, il y a 16 départements concernés par ces mesures de freinage renforcées, parce que ça, c'est plutôt le champ sémantique utilisé par le gouvernement plutôt que de parler de confinement. Donc 16 départements aujourd'hui, il pourrait y en avoir 3 autres aujourd'hui. Voilà. Le journal du Centre se demande par exemple si le département de la Nièvre pourrait pas. Vous êtes encore sur le loup? Ok. Alors c'est la tablette qui a bugué, c'est pas grave. Je vous corrige ça. Je vous corrige ça en direct. Il y a des jours comme ça où la technique veut pas marcher et moi je dis c'est pas grave. À une époque, ça me paniquait. Je prenais mon téléphone, j'appelais Étoile et maintenant, à la cool, voilà, je continue à vous parler et je relance les trucs. Normalement, vous allez voir le journal du Centre avec cette interrogation sur les prochains départements concernés. Voilà. Normalement, ici, là, vous avez peut-être le journal du Centre. Est-ce que vous me le confirmez? Attention, ça marche? Ça marche ou quoi? Voilà. Ah, vous voyez. Donc voilà, sachez qu'en fin de journée, il y aura la conférence de presse du Premier ministre et on s'attend à ce que d'autres départements soient concernés par... quelle expression déjà, elle est intéressante? Par ces mesures de freinage renforcées. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ce sera suffisant et s'il ne faut pas aller plus loin, par exemple, avec la fermeture des écoles ou avec eh bien, des vacances de Pâques qui seraient avancées. Par exemple, en Île-de-France, on parle, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui lance cette idée de vacances qui seraient avancées de 15 jours. Voilà. Bon, du coup, la caméra a rebugué. Ouais, c'est drôle, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis. Mais c'est pas grave, je vais vous régler ça en direct. Alors, on continue à feuilleter les unes de la presse régionale pendant que je règle ces problèmes de caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ouais. Ok. D'accord. Faites pas attention à l'image. Je règle la caméra en même temps qu'on parle. Ah bah regardez. Hop, ici vous avez la une de la montagne sur cette manifestation d'agriculteurs dont on parlait. Voilà. Paysans en colère. Alors quelles sont les infos à ce propos? Je suis sûr que c'est quelque chose qu'on va voir à la mi-journée dans les journaux de la mi-journée. Et sans doute ce soir aussi. Donc cette colère des agriculteurs mobilisée depuis un mois. Les agriculteurs remettent le couvert aujourd'hui, donc il y a une opération un petit peu coup de poing manifestement. Près de 600 tracteurs, ça fait 100 de plus que tout à l'heure déjà, et 2000 manifestants de tout le Massif central et au-delà sont attendus aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Donc les revendications, on en a parlé tout à l'heure, la baisse annoncée de certaines aides dans la prochaine PAC, la politique agricole commune, et la toujours trop basse rémunération de leur production malgré la loi Egalim. Donc je ne me suis pas trompé, c'était bien ça. Très bien. Ok. Continuons à regarder ce qui fait la une ce matin. C'est intéressant parce que du coup, je vois des actualités comme ces manifestations d'agriculteurs qui n'étaient pas à la une de la presse nationale. D'où l'intérêt de feuilleter aussi cette presse en région. Ok. Bon, ça je l'ai. C'est juste pour... éventuellement que vous fassiez des recherches là-dessus si ça vous intéresse. Bon, c'est une affaire, c'est un fait divers, c'est une affaire de meurtre qui est un peu surréaliste. C'est une histoire très très triste d'inceste avec un père, le monsieur à gauche là, qui avait abusé de ses filles et qui avait fini par vivre maritalement avec l'une d'elles. Voilà. Bon, ça s'est fini par un meurtre, ça s'est fini par la mort de ce monsieur en prison, et puis il y a l'une de ses filles qui témoigne dans un livre choc. Voilà, c'est l'affaire Manechez. Donc si vous voulez faire des recherches là-dessus, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, mais on ne va pas y revenir ce matin. C'est une affaire totalement sinistre. Continuons à feuilleter la presse en région. Ok. Ouais. C'est drôle ça. J'adore cette une, je l'avais pas vue. Pontivy, c'est dans le Morbihan, si je dis pas de bêtises. 56, ouais, c'est ça. Le
top 5 des rues les plus défoncées. J'adore. Ça, pour pour moi, c'est la plus belle une de ce matin. Le top 5 des rues les plus défoncées. Voilà, histoire de mettre la pression un petit peu sur les autorités en charge de l'entretien des routes. Le top 5 des rues les plus défoncées. Voilà. Le, le numéro 5 va vous étonner. L'abeille cool. Ouais, exactement. On dirait un article putaclic, comme on dit sur Internet, pour nous faire feuilleter. Bon, vous savez quoi, on va pas aller lire ce dossier sur le top 5 des rues les plus défoncées, mais c'est amusant. Ok, encore une de ce groupe de presse sur les étudiants, voilà. Le populaire du centre, cette fois sur les initiatives de certains parmi les étudiants pour soutenir des autres. Ok. Oui, ok. D'accord. La une de la Provence, toujours intéressant. Le Grand Journal de Marseille. Qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord, ok. Bon, on est plutôt sur l'actu locale aujourd'hui, très bien. D'accord. Ouais, regardez toujours ce groupe qui se mobilise depuis plusieurs semaines déjà pour soutenir les étudiants. C'est toujours le même groupe, La Montagne, ici la République du Centre, aidons nos étudiants. Je dis bravo à eux. Allez, encore une ou deux presses en région. Voilà. Ah, si, c'est intéressant, ça, Sud-Ouest, regardez. Ça, c'est nouveau. Donc là, on est du côté de Bordeaux. Voilà. Les véhicules polluants bannis. Alors, les habitants, notamment de la région parisienne, connaissent la vignette Critère. Hein, elle arrive là, à Bordeaux, manifestement. C'est la une de Sud-Ouest. La vignette Critère va bientôt entrer en vigueur. Conséquence, les véhicules les moins propres auront interdiction de circuler à l'intérieur de la rocade lors des pics de pollution. Donc voilà, la vignette Critère qui arrive également à Bordeaux. Voilà. Ah, vous avez peut-être entendu parler de ce variant breton. Il y a un variant breton du Covid-19 maintenant. Comment le variant breton a été découvert? C'est la une du Télégramme, qui est l'un des deux grands journaux de l'Ouest. C'est Marie-Josée Dufour, ce médecin biologiste et responsable du laboratoire du centre hospitalier de Lannion, qui a découvert avec son équipe, mis au jour ce variant breton de Covid-19. Quelqu'un me dit qu'il est cas contact du variant breton. C'est Sarah. Okay. Je vous avoue que je n'ai pas trop travaillé sur le sujet. Par curiosité d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait trouver un article ce matin qui nous explique un petit peu ce qu'est le variant breton? C'est chez moi, me dit Aircore. Ça m'intrigue un petit peu. Allons voir ça. Parce que j'ai pas lu beaucoup d'articles là-dessus. Et aujourd'hui, j'avoue totalement ma méconnaissance du sujet. Comment se caractérise ce variant breton? Est-ce qu'il est inquiétant? Ok. Ouais. Je cherche un article un peu pertinent. Je regarde les sources. Un petit peu fiable pour pas vous raconter des bêtises. Ouais. D'accord. Je vois un article là du Journal des femmes sur les pages santé qui semble expliquer un petit peu ce qu'est. Toc, on va aller voir ça. Ce variant breton. Voyons. Que sait-on de ce nouveau variant? Très bien. Quels sont ses symptômes? Le point sur les infos à date. Un article ici daté du 23 mars. Donc on a au moins 9 cas positifs à ce variant breton. Voilà. D'accord. Ok, donc ça c'est des cas positifs. D'accord. Ok. Alors son nom officiel, c'est le variant VUI dérivé de Clade 20C. Voilà, c'est son nom officiel. Vous savez que variant britannique, variant sud-africain, variant breton, c'est des noms qu'on leur donne en fonction de l'endroit où ils sont apparus, mais c'est pas leur nom officiel. Mais enfin, VUI dérivé de Clade 20C, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc va pour variant breton, variant du Trégor, même pour être tout à fait précis. Voilà, puisque c'est là qu'il est apparu dans ce coin de Bretagne. Est-ce qu'il est plus grave, plus contagieux? C'est la question qu'on se pose tous. Alors, voyons. Ok. Alors, les premières analyses de ce nouveau variant ne permettent pas de conclure ni à une gravité, ni à une transmissibilité accrue par rapport au virus historique. Ok, donc ça c'est la DGS, Direction Générale de la Santé, qui le dit. Quels sont les symptômes? Des symptômes typiques suggérant une infection par le SRAS-CoV-2. Ok, d'accord, ok. Alors, le problème, c'est qu'ils étaient très difficiles à détecter. Voilà, je crois que les tests PCR classiques, en tout cas, ne permettent pas de détecter facilement ce variant breton. Comment le détecter? Du coup, il faut une sérologie, d'accord, ou ce qu'on appelle des tests
PCR profond, donc les tests PCR classiques par exemple avec vous savez, les couvillons dans le nez, ça ne suffit pas, il faut un prélèvement sur les voies respiratoires basses via crachat ou liquide broncho-alvéolaire. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on lutte bien contre le virus en le détectant, voilà, et celui-ci semble difficile à détecter. Voilà, ok. Voilà. Et la question du vaccin, est-ce que les vaccins actuels protègent contre ce variant breton? Voilà, manifestement, on n'a pas assez de recul dessus pour l'instant. Ok, variant breton. Et sur la question de la gravité, voilà, pour l'instant, les premières analyses ne permettent pas de conclure à une gravité ou une transmissibilité accrue par rapport au virus historique. Donc on se pose beaucoup de questions sur ce variant, mais qui ne semble pas pour l'heure plus dangereux ou plus transmissible que le variant anglais, mais qui l'est déjà beaucoup. Ok, pour cette une du Télégramme. Beaucoup de une sur l'immobilier, c'est classique. Je ne vais pas vous lire les dossiers sur tous les marchés immobiliers locaux en France. En revanche, et ça n'est pas vraiment une surprise, puisqu'on est dans la région, là les Hauts-de-France, la une de la Voix du Nord, dans la région de Lille, dans la région de Roubaix, sur Xavier Bertrand, candidat. Le contraire aurait été surprenant, puisque c'est le président de la région des Hauts-de-France. Voilà pour ce petit passage en revue de la presse en région, qui n'était pas inintéressant, parce que notamment il nous a permis de voir qu'il s'intéressait notamment à ces manifestations aujourd'hui dans le monde agricole. Ouais, désolé pour le petit délai Camson, mais c'est vrai que ce matin on n'est pas aidé par la technique, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on lise les journaux ensemble. Et si on faisait une petite pause café? Parce que les nouveaux, les nouvelles, on leur a pas dit encore qu'ici il y avait un truc plus important que tout. Ici on voue une religion totale au café. Je trouve que j'ai un petit peu de mal à parler ce matin, le débit est pas fluide, je crois qu'il y a voilà, un bon shoot de caféine ça s'impose. On aime tellement le café qu'il y a une musique pour le café. Je vous envoie la musique du café, vous buvez bien sûr ce que vous voulez, thé, matcha, soda, ce que vous voulez, pas autre chose, hein. 10h48 c'est trop tôt pour le reste. C'est parti pour le café, puis moi ça va me réveiller aussi un petit peu. C'est parti. Alors ce faisant, du coup, j'ai débranché la tablette graphique qu'on utilisait pour lire les unes de PQR, et j'ai l'impression qu'au niveau de la caméra, c'est mieux, non? Vous me confirmez que c'est mieux pour la caméra maintenant, depuis que j'ai débranché mon petit truc là, et qu'on va passer à la presse papier? Est-ce que vous confirmez? Ou alors c'est le café qui a tout arrangé? Oui, tablette graphique, j'ai dit n'importe quoi, je suis pas réveillé en fait. Ouais, c'est mieux ou quoi la cam? Toujours un petit délai? Voilà, mais est-ce que ça... Hein, ça voilà. Hein, il y a toujours un décalage. Bon, allez, on débranche la caméra une dernière fois, parce que je me dis que maintenant qu'on a débranché la tablette, ça peut arranger tout. Hop, une dernière fois, tentative de réglage. Toc, on va fermer la caméra. Hop, et on la redémarre, et on attaque la presse papier, notamment avec la candidature de Xavier Bertrand, parce que c'est un petit peu ce qui fait la une ce matin. Il y a quelques articles assez intéressants pour comprendre de quoi il retourne. Voilà. Ah, tu t'es pas réveillé, tu t'es surtout jamais couché. Samuel me dit Lopez Bandito. Écoute, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Alors, hop, l'image est revenue. Alors, allez, c'est la dernière tentative. Et puis, même s'il y a un petit décalage, on va lire. Est-ce que c'est mieux au niveau de l'image, du son, du décalage? Voilà. Le FC Silmi, on va en parler, mais tellement du FC Silmi, vous inquiétez pas, on ira voir l'article de Ouest France, c'est prévu. Ça marche? Ah bah, allez, on touche plus à rien. Ouais, c'est super. Bon, alors ça, c'est vraiment le truc. Vraie surprise. Alors, pas que Xavier Bertrand soit candidat à la prochaine présidentielle, c'est pas ça la surprise. La surprise, c'est qu'il l'annonce là, si vite. Alors, ça a un peu surpris tout le monde, et on en parlait beaucoup ce matin dans les rédactions. Alors, c'est ce qui s'appelle une exclusivité, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment Le Point qui sort l'info, qui publie une longue interview du président des Hauts-de-France. Je crois qu'il y a même un petit message vidéo qu'on peut trouver sur le site du Point, lepoint.fr, où on voit Xavier Bertrand qui officialise un petit peu
sa candidature. Lisons, vraiment le dossier est super bien fait, du Point, voilà. Article signé Sébastien Le Foll et Nathalie Chuc. Alors, lisons. Le président des Hauts-de-France veut croire en son destin national et il dévoile au Point, ça s'appelle une exclusivité, son projet présidentiel. Un temps, Xavier Bertrand s'est laissé griser par les charmes de la vie parisienne. Charme de la vie parisienne. Les conseillers en communication qui murmurent à votre oreille, les costumes élégants, les dîners en ville. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère dans Paris, mais pourquoi pas. C'est l'époque entre 2008 et 2010 où il virevolte entre le ministère du Travail et le siège de l'UMP. Trop heureux qu'on le classe, lui, le fils d'employé de banque, dans la catégorie des meilleurs espoirs politiques. Bon, manifestement, ça faisait un petit peu plaisir. Sa soif de revanche sociale, il faut rappeler que Xavier Bertrand, il était assureur, il n'a pas fait l'ENA, tout ça, donc il pouvait se sentir décalé par rapport à ce milieu politique qu'il avait intégré. Donc le Point écrit « Sa soif de revanche sociale le précipite dans une boulimie de responsabilité trop haut, trop vite. Lorsqu'il arpente le week-end le marché de Saint-Quentin, le portable rivé à l'oreille, il écoute à peine ses administrés. Aux législatives de 2012, ils lui font payer. Il ne doit sa réélection qu'à 200 voix. Xavier Bertrand a retenu la leçon, il s'était perdu, il s'est retrouvé, il a fait de son complexe social une force. Qu'est-ce que nous dit là le Point? C'est qu'à un moment, il a été séduit par les lumières de Paris, il a oublié un petit peu d'où il venait, et puis les électeurs lui ont fait payer, et puis il l'a compris. À l'heure où les Gilets jaunes et les premiers de corvée du Covid ruminent les promesses oubliées du chef de l'État, il veut, lui, être le candidat de la France des invisibles. Son livre de référence, Les Deux Clans, dans lequel l'essayiste David Goodhart dépeint deux Occidents qui ne se comprennent plus, les diplômés, aisés, citoyens du monde, les partout, comme le dit l'essayiste, face aux oubliés de la mondialisation, aux revenus modestes attachés de gré ou de force à leur terre, les quelque part. C'est une analyse qui est quand même intéressante, en tout cas qui questionne par rapport à la fracture grandissante entre les politiques et les citoyens. Son passé d'assureur de province, je vous disais, il travaille dans les assurances, que les sarkozystes ont beaucoup moqué, est devenu son brevet popu, donc à Xavier Bertrand, pour ceux qui suivent. Il n'a pas fait l'ENA, et alors il regarde Miss France, il écoute les enfoirés, et alors son problème, c'est qu'il a la gueule du type qui vient réparer la photocopieuse. Qui est-ce qui disait ça? Un ténor de droite. Mépris de classe, riposte-t-il. Le peuple, il le comprend parce qu'il lui ressemble. Voilà un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, une partie du trajet de Xavier Bertrand, cet homme qui, parfois par ses pairs, a été méprisé, puisqu'il n'avait pas forcément suivi la même formation, le même chemin qu'eux. Et de cette faiblesse, eh bien, il a fait une force. Voilà. Alors l'article, maintenant, s'intéresse à ses ambitions élyséennes. On avait compris qu'il convoitait l'Élysée. Tu m'étonnes, c'était carrément pas un secret. C'était même l'objet des railleries de la Macronie. Son souci, c'est qu'il annonce sa candidature tous les 6 mois. Pique un ministre. En bon assureur, Xavier Bertrand, 56 ans, avait conservé une clause de rétractation en cas de rétropédalage. Il se préparait, il y pensait, mais jamais à ce jour, c'est ça la nouveauté ce matin, jamais à ce jour, il n'avait prononcé ces 3 mots excluant toute marche arrière. Je suis candidat. Il n'avait jamais dit ça. Et il le dit dans le Point. C'est fait. Il se présentera que son ex-famille des Républicains organise une primaire ou pas. Alors ça, c'est très important. Xavier Bertrand, il dit la primaire, c'est pas pour moi. L'élection présidentielle, c'est assez gaullien ou gaulliste comme conception. C'est la rencontre entre un homme et un peuple, une nation, un pays. Donc les primaires, c'est pas pour moi. Donc que LR organise des primaires ou pas, il s'en fiche. Il y va. Ça, c'est important dans cette candidature. Il espère convaincre les talents de tous bords, de Bruno Retailleau et Valérie Pécresse à Arnaud Montebourg. Bruno Retailleau et Valérie Pécresse, qu'on a vu sur la une du Dauphiné Libéré tout à l'heure, parmi les candidatures potentielles à droite, de rallier sa droite sociale et populaire. C'est souvent comme ça qu'il résume un petit peu son champ idéologique, une droite sociale et populaire. Un mix entre la fracture sociale de Jacques Chirac, l'identité nationale de Nicolas Sarkozy, l'autorité d'un général de Villiers et une écologie nucléarisée face aux outrances des Verts. Voilà un petit peu le mix, non pas énergétique, mais le mix idéologique de Xavier Bertrand. Alors, il en est où dans les intentions de vente, dans la popularité, monsieur Xavier Bertrand? Alors, il part d'un matelas modeste, écrit Le Point ce matin, de 14 à 16% des intentions de vote au premier tour, mais il ne veut pas d'une popularité éclatante à la Édouard Philippe, un poison à ses yeux. Il préfère insister sur cette enquête IFOP
pour Marianne, qui le crédite du meilleur score face à Marine Le Pen au second tour, 57% des voix contre 53% pour Emmanuel Macron. Ça, c'est un sondage qui a fait très plaisir à Xavier Bertrand. Il est en train de dire partout, à qui veut l'entendre en tout cas, le meilleur candidat face à Marine Le Pen, c'est moi, c'est pas l'autre. Comprenez, c'est pas Emmanuel Macron. Voilà. Puis rappelons que d'ailleurs, sur ces terres, dans sa région, il a battu Marine Le Pen, c'était en 2015, donc il dit je peux le refaire. Voilà. Encore faut-il, attention, parce qu'il se déclare quand même tôt. Et alors surtout, il se déclare avant les régionales. Et on pensait, c'est pour ça que l'annonce de ce matin a surpris certains, on pensait qu'il attendrait les régionales, que s'il sortait grand vainqueur de ces régionales, eh bien ça allait l'asseoir en quelque sorte, asseoir une forme de légitimité, et que après peut-être il annoncerait sa candidature pour la présidentielle. Mais il n'a pas attendu. Et analyse du point. Encore faut-il que Bertrand l'emporte au régional, qui se sont compliqués avec l'alliance surprise de la gauche derrière l'écologiste Karima Delli. On en a parlé d'ailleurs de cette alliance surprise de la gauche. Je crois qu'à ce jour, c'est la seule région où il y a une alliance comme ça très large de la gauche. C'est dans les Hauts-de-France. Ça complique un petit peu l'équation pour Xavier Bertrand. S'il échoue, il remballera sa candidature. Si je n'obtiens pas la confiance de 6 millions d'habitants, je ne vais pas solliciter la confiance de 66 millions de Français. Ça, il le dit dans cette interview au point. Voilà. Donc il y a quand même encore une clause de renonciation. S'il ne remporte pas les régionales, même s'il reste favori à ce jour, eh bien, il n'ira pas au bout de cette candidature. Voilà un petit peu pour les faits. Voilà pourquoi, comment, quels sont les mots utilisés par Xavier Bertrand pour annoncer cette candidature. Il y a une longue interview à lire dans Le Point, mais je ne vais pas vous la lire intégralement, sinon on sera ensemble jusqu'à 14h. Et maintenant, une petite analyse. On prend les Échos de ce matin, qui nous parle des vaccins de l'Europe et de l'Union européenne. Mais il y a aussi une petite analyse sur Xavier Bertrand. Pourquoi maintenant? Allons-y. Pour comprendre un petit peu. Xavier Bertrand tente de monter en puissance, c'est le titre de l'article. Le président de la région des Hauts-de-France, qui veut occuper le terrain avant d'être accaparé par la campagne des régionales, n'a d'autre choix que de changer de braquet. Pour s'imposer à droite et tuer une primaire, je vous le disais, à laquelle il n'entend pas participer, il lui faut impérativement grappiller des points dans les enquêtes d'opinion avec l'espoir d'apparaître comme le candidat naturel de sa famille politique. On a la réponse. Pourquoi Xavier Bertrand se lance maintenant sans attendre les régionales, alors qu'on est à plus d'un an de la présidentielle, qu'on est en pleine crise sanitaire? Parce que comme c'est pas gagné, comme il n'est pas le candidat naturel de son camp, comme je peux même vous le dire, il y a beaucoup de gens à LR qui ne veulent pas entendre parler de lui, il fait le pari que cette candidature-là va lui permettre de gagner les quelques points dont il a besoin dans les sondages pour apparaître auprès de son camp comme le héros, comme le champion. Héros, pas héros S, hein. Le héros, celui qui porte les valeurs. Voilà. Donc c'est ça le calcul. Gagner quelques points pour devenir finalement numéro 1 dans les sondages et s'imposer à son camp sans passer par la primaire. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a Valérie Pécresse. Les Échos en parlent ce matin. Et d'ailleurs, on a un article qui évoque l'autre stratégie de Valérie Pécresse qui est dans l'opinion que je vais vous lire dans une minute. Un dernier mot de Xavier Bertrand qui travaille ses réseaux, voilà, actuellement, nous expliquent les Échos, qui travaille notamment les Républicains qui ne veulent pas de lui, parce que certains militants LR ont un petit peu en travers de la gorge le fait qu'il a quitté le parti après l'élection de Laurent Wauquiez, voilà. Et certains disent, bon, il est parti, donc ce ne sera pas notre champion. Et puis, les Échos écoutent aussi les critiques contre Xavier Bertrand. Nombre d'élus le jugent encore un petit peu court, surtout dans un contexte de crise grave, épingle son manque de charisme, sa démagogie. Il a des qualités, mais il n'a pas de carrure, dit un membre de la direction du parti. Il ne fait pas président, soupire un élu local, d'autant plus inquiet que Xavier Bertrand peut être au régional le moins bien élu des présidentiables. La droite n'est pas dans le match, observe cet élu local. Voilà, donc certains disent que c'est pas avec Xavier Bertrand qu'ils vont gagner. Certains se demandent s'il a la stature pour le job. J'en parlais avec mon équipe ce matin à France Info et j'ai une amie journaliste qui me disait, alors pas à propos de Xavier Bertrand du tout, mais un jour elle discutait avec une femme journaliste qui avait une expression incroyable pour résumer ceux qui manquaient de charisme et qui disait, j'aime bien cette phrase, il a le charisme d'un fauteuil en Sky. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais ça assez joliment trouvé. Il a le charisme
d'un fauteuil en Sky. Voilà. Je pense que je vais la garder, je vais la ressortir un jour. Voici pour les ambitions de Xavier Bertrand. Et... Oui, je sais, ouais. Ah bon, il y a un charisme d'une huître. Ah ouais, elle a pas mal. Ouais, c'est vrai. Charisme d'une huître, c'est bien aussi. Voilà. Ouais. Ah bah vous connaissiez, oui, charisme d'une huître. Ouais. Bon, je peux dire charisme d'un fauteuil en Sky. En Sky, le faux cuir. Hein. Je sais pas. Ah bah certains n'ont pas compris. Bah, le Sky, c'est le faux cuir, et souvent un fauteuil en Sky, bah, c'est un petit peu difforme parce que le cuir se tient pas très très bien. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Mais manifestement, vous préférez le charisme d'une huître, d'après ce que je vois. Voilà. Ou le potentiel d'une petite cuillère, c'est pas mal aussi ça. Charisme d'un balai à chiottes, c'est un peu violent quand même. Charisme d'un tabouret, c'est pas mal. Je trouve c'est plus mignon, charisme d'un tabouret. D'un bulot. Oui, ça, je l'avais entendu ça déjà. Voilà. Dommage, c'est un bon président de région, je trouve, hein, me dit Ishwad. Ok. Voilà. Là, on ne parle pas du charisme de Xavier Bertrand. Hein. On est juste en train de chercher des expressions pour les gens qui manquent de charisme. C'est bien, on est bien d'accord. Voilà. Dans certaines huîtres, on trouve des perles. C'est joliment dit par Sophie. Voilà. Et quelqu'un d'autre me dit, Delmat 95, et là, on prend un petit peu de hauteur, je voterai pour un fauteuil en Sky ou une huître pour contrer Le Pen. Voilà. Allez, intéressant. C'est pour ça que j'aime bien échanger avec vous. Alors, des ambitions à droite, il y en a d'autres. Penchons-nous sur celle de Valérie Pécresse, qui est... dans l'analyse et dans l'opinion ce matin. Page 3. Voilà. Alors Valérie Pécresse, elle ne s'est pas déclarée. Est-ce qu'elle va se déclarer d'ailleurs un jour? C'est une vraie question. En tout cas, elle veut procéder étape par étape, nous explique l'opinion ce matin. Si la présidente de la région Île-de-France se prépare au régional, beaucoup la voient dans les starting blocks pour la présidentielle. Ok, sauf qu'elle ne veut pas y aller maintenant. L'opinion écrit à ce propos. Valérie Pécresse ne s'est jamais publiquement positionnée sur la ligne de départ pour l'Élysée. Même devant les élus qui lui sont proches, elle est d'une extrême prudence sur la question. Pourquoi? C'est intéressant. Notre société est au bord de la rupture démocratique. Les régionales sont l'occasion de recoudre le tissu par le terrain. C'est l'occasion aussi pour la droite de regagner de la crédibilité grâce à nos bilans. Qui dit ça? C'est Valérie Pécresse, qui estime que la politique au niveau local peut être un des moyens de raccommoder le tissu, le tissu fracturé entre les citoyens et la politique ou les politiques. C'est une analyse intéressante. Donc aujourd'hui, elle privilégie manifestement le terrain local et notamment les élections régionales. Fin de l'analyse de l'opinion. Valérie Pécresse, elle, fait le forcing pour qu'une primaire soit organisée à l'automne. Donc on n'est pas du tout sur la ligne de Xavier Bertrand afin de trancher entre les différents candidats. Même si cette procédure est décriée, elle estime que c'est la seule solution pour remobiliser un électorat apathique, pour attirer les lumières médiatiques, parce que c'est vrai que la droite, comme le Parti socialiste, depuis l'élection du président Macron, est un peu, invisible, le mot est fort, mais a du mal à se faire entendre, et pour éviter les candidatures multiples. Voilà une ambition qui s'exprime, mais qui s'exprime doucement. C'est celle de Valérie Pécresse, qui à ce jour n'a jamais officiellement confirmé son intérêt pour l'élection présidentielle. Rappelons que jamais une femme n'a été élue à la présidence de la République, et peut-être qu'il serait temps un jour. On parle toujours de parité en matière politique et encore du progrès. Quelle heure il est? 11h04. Je regarde un petit peu ce que j'ai encore à vous lire. Peut-être qu'on fait un petit tour par la crise sanitaire. Je prends le Parisien, tenez ce matin. Comment tenir jusqu'au vaccin? Bon, si on a ce titre, c'est parce que les derniers chiffres ne sont pas très très bons sur la crise sanitaire. L'épidémie s'étend rapidement. 3 nouveaux départements devraient être placés sous surveillance renforcée. Donc là, on revient à la conférence de presse du Premier ministre en fin de journée aujourd'hui. On attend des annonces, peut-être 3 départements supplémentaires qui va s'ajouter à la liste des 16. La surveillance renforcée, dit-on, plutôt que le confinement, puisqu'on sait aujourd'hui que finalement, c'est un confinement relativement light. Et puis, il y a la courbe des entrées en réanimation qui s'approche du pic de la vague précédente. Alors, on est tellement abreuvé d'informations sur le Covid-19 qu'il est parfois difficile de savoir où on en est. Quand on lit le dossier du Parisien, qui est bien fait, pages 2 et 3, on comprend quand même que la situation est inquiétante. Lisons quelques lignes de cet article pour comprendre un petit peu où on est de cette crise sanitaire dans notre pays. L'épidémie s'emballe, voilà le titre résume, il faut tenir, mais jusqu'à quand? La parole à certains spécialistes. Tout flambe, résume Agnès Ricard-Hilbon, ancienne présidente de la Société française de la médecine d'urgence. Dans la région capitale, le nombre d'appels au SAMU
a augmenté de 46% en 10 jours et les transports de cas Covid ont bondi de 65%. Donc ça sont des chiffres qui nous disent bien que ça se dégrade. On le sait, plus d'appels au SAMU égale plus d'impact sur les hôpitaux, décrypte la docteure. Axel Kahn, le généticien, lui, est en colère. Il dit « L'histoire était écrite. Il n'y a aucune surprise. La France n'a pas voulu voir, dit Axel Kahn, qui est généticien, qui est aussi président de la Ligue contre le cancer. Dès lors que la souche anglaise, avec son infectiosité quasiment 2 fois supérieure, s'est installée et que l'incidence en Ile-de-France a dépassé 400, on allait vers la catastrophe. Axel Kahn fait partie de ceux qui estiment qu'on n'a pas fait assez, qu'il aurait fallu, disons-le, qu'il aurait fallu reconfiner strictement. La stratégie gouvernementale, question, vous vous posez peut-être cette question d'ailleurs. La stratégie gouvernementale en place depuis samedi du freiner sans enfermer peut-elle suffire? Eh bien, Axel Kahn répond peanuts, cacahuètes. Lui prend l'image, elle est intéressante, d'une voiture lancée à 130 km/h sur l'autoroute et qu'un conducteur essaie de freiner en appuyant mollement sur le frein à 5 mètres de l'obstacle à 130 km/h. Autant dire que ça ne suffit pas. C'est l'analyse qu'en fait Axel Kahn. Quid des écoles? Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Axel Kahn dit oui. Il ne croit plus en la possibilité de laisser les écoles ouvertes. Voilà. Et rappelons que Valérie Pécresse vient de lancer cette idée, Valérie Pécresse dont on parlait à l'instant, d'avancer de 2 semaines les vacances de Pâques en région Île-de-France, voilà, pour que il y ait moins de circulation. Donc 2 semaines plus tôt et comprenez, à mon avis, 2 semaines de plus. C'est-à-dire que les vacances, au lieu de durer 2 semaines, elles duraient 1 mois. Voilà. La décision, la proposition a été transmise au préfet, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ce qu'on se disait ce matin, notamment sur France Info, c'est que cette proposition de Valérie Pécresse d'avancer les vacances de Pâques en région parisienne de 2 semaines, elle est étudiée avec beaucoup d'intérêt par le gouvernement. Est-ce que l'exécutif va se rallier à cette idée d'avancer les vacances de Pâques pour des vacances de Pâques pour les petits en Île-de-France, pour les enfants, les écoliers, les collégiens et les lycéens durent 1 mois avec autant de déplacements de moins, de clusters possibles dans les écoles, eh bien le débat est lancé et peut-être qu'on aura des annonces dans les prochains jours. Voilà, si c'est confirmé, vous en aurez entendu parler dans la matinée, Étienne. Bon, voilà pour le point sur la crise sanitaire. Voilà où on en est. À l'instant, Axel Kahn, dans Le Parisien, disait... On n'a pas le choix, il faut fermer les écoles. Alors, Libération, c'est vraiment la question du jour. La question, c'est de savoir est-ce qu'on s'est trompé. Est-ce que c'est trompé? La France a choisi une autre voie, différente de celle de ses voisins, en fermant le moins possible les écoles pendant cette année de crise sanitaire. La question est posée, est-ce qu'il faut les refermer, se demande Libé. Je lis. Confronté à une flambée de cas chez les jeunes et à des protocoles sanitaires insuffisants, des enseignants et des médecins réclament la fermeture des établissements. Tiens, vous savez quoi? Je vais vous poser la question. On va faire un petit sondage sur la question dans un instant. Au risque d'aggraver les inégalités scolaires, souligne Libération. Il y a un édito qui est très bien fait de Paul Quignot à ce propos, que je vais vous lire, et puis on fera un petit sondage. Est-ce qu'à votre avis, il faut fermer les écoles aujourd'hui? Est-ce qu'il faut y aller plus franchement contre la crise sanitaire, notamment avec cette mesure? Le problème, c'est que faire des enfants, me dit Marie-Jo, 39 410, qu'on a peut-être à la maison et qui se demande comment elle va continuer, par exemple, peut-être à travailler alors qu'il faut garder les enfants. C'est la grande question qui se pose aux parents. Lisons l'édito de Paul Quignot. En dernier recours. La fermeture des écoles ne doit intervenir qu'en dernier recours, écrivait le Conseil scientifique dans son dernier avis. Y sommes-nous? Est-ce qu'on est au dernier recours? Mercredi, cette question hautement inflammable n'a manifestement pas été abordée lors du Conseil de défense. Alors, en fait, Libération se demande pourquoi on ne se pose pas plus la question au niveau de l'exécutif, le Conseil de défense. Pourtant, l'évolution de l'épidémie en milieu scolaire inquiète au plus haut point nombre de spécialistes, notamment dans les zones les plus touchées par le virus, l'Île-de-France par exemple. Sur ce sujet, en laissant ces établissements scolaires ouverts depuis le 2e confinement, la France a fait exception. La France a une politique différente de la plupart de ses voisins européens sur cette question, vous le savez sans doute. Une décision largement approuvée, vu les décades du premier confinement, entre le préjudice généralisé sur l'acquisition des connaissances, les risques de décrochage scolaire, notamment dans les milieux défavorisés. Les enfants ne sont pas égaux par rapport à cette crise, on le sait. Et les impacts psychologiques potentiellement dévastateurs, eh bien l'idée
qu'il y a plus d'inconvénients à fermer les écoles qu'à les laisser ouvertes a été largement admise aujourd'hui. Comment dire, il y a une forme de consensus aujourd'hui au sein de la population française pour dire bah oui, oui, c'est la bonne politique, on a raison de ne pas fermer les écoles. C'est ce que rappelle Libération. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être que la pression épidémique rend cette position intenable. En tout cas, Libération et Paul Quignot, dans son édito, soulève la question. Alors, revenir sur cette décision serait un échec majeur pour l'exécutif parce que ça reviendrait à tuer sa stratégie dite de la troisième voie, hein, qui est déjà assez étroite. Et face à ce risque, la posture de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est étrange. C'est la posture de l'autruche pour Libération. Nier un problème, Libé en fait reproche à l'exécutif de ne pas réfléchir officiellement en tout cas à cette question. Nier un problème aide rarement à le résoudre. C'est d'autant plus étonnant que s'il y a bien un sujet sur lequel l'opinion semble mûre pour explorer toutes les troisièmes voies possibles, c'est bien celui de l'école. Tests, aménagement des classes, gestion des cantines, accélération de la vaccination chez les enseignants, voire chez les jeunes, tout doit être exploré pour éviter le pire, la fin de cette exception scolaire française. Libération a une analyse extrêmement intéressante. Libération dit le problème, c'est pas tant de laisser ouvert ou fermé, c'est que pour laisser les écoles ouvertes, il faudrait prendre plein de mesures par rapport aux cantines, par rapport aux mesures sanitaires dans les écoles, par rapport aux tests, par rapport à l'aménagement des classes. Et ça n'est pas fait. Libération reproche au gouvernement de ne pas s'occuper suffisamment des écoles pour justement pouvoir les laisser ouvertes. Analyse intéressante dans Libé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois beaucoup de commentaires sur la question. On va faire un sondage. Hein, on va faire un petit sondage. Hop, hop, un petit sondage sur cette question. Alors, les écoles. Comment on va faire ça? Alors, faut-il hop, 2 points. 1. Fermer les écoles. C'est l'idée qu'il faut utiliser des outils forts, efficaces contre la crise sanitaire, sinon on ne va jamais en sortir. Hop, je me fais l'avocat de cette proposition. Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Les laisser ouvertes pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, décrochage scolaire, inégalité des enfants par rapport à l'accès au savoir. Hein. Voilà. Ou alors, comme Libération, on propose à l'instant renforcer, drastiquement d'ailleurs, les mesures sanitaires dans les écoles. Cette troisième voie, elle est intéressante. Alors c'est compliqué parce que ça rentre ou ça rentre pas? Je m'interroge sur la question. Hop, ça rentre pas. Pour comment on pourrait réduire ça? Mesures plus strictes. Voilà. Alors, mesures plus strictes. C'est l'idée qu'il faut renforcer les mesures sanitaires dans les écoles. Et puis, je ne sais pas, quatrième proposition, il faut toujours une réponse D. Voilà. Je vois que le FC réponse D est là. Je ne sais pas. Voilà. Faut-il fermer les écoles comme certains scientifiques et professeurs enseignants demandent? Les laisser ouvertes? Des mesures plus strictes dans les écoles? Une espèce de troisième voie. Je ne sais pas. C'est à vous. Hop, je lance le sondage. Voilà, un petit F5 dans le chat. Éventuellement pour voir le résultat s'afficher. Pendant que je fais un petit réglage, ne bougez pas. Oh, ben alors ça, c'est comme souvent, je suis surpris par le résultat. C'est très intéressant. J'adore cette idée qu'à chaque fois que je lance un sondage, j'essaie d'anticiper sur ce que vous allez répondre et je ne trouve quasiment jamais. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je trouve. Laissez-moi voir quelque chose pendant que vous continuez à voter. Alors, voyons. Bougez pas, je fais des petits branchements. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on en est où? Ok. Il y a, alors pas une majorité, mais en tête, quand même ce souhait de fermer les écoles pour 38% d'entre vous. Voilà. Vous n'êtes que, c'est étonnant, 17% à dire qu'il faut les laisser ouvertes en l'état, mais cette voie, cette troisième voie, cette voie médiane suggérée par Libération de les laisser ouvertes mais avec des mesures beaucoup plus strictes. On pense aux cantines par exemple. On pourrait imaginer par exemple que demain on ferme les cantines, on trouve une autre solution pour la restauration des enfants. 33%, et je ne sais pas 12%. Voilà. Et je vois des commentaires de parents dans le chat à ce propos. Voilà.
Doudelphi, par exemple, c'est intéressant, ton témoignage. Je suis enseignant, les élèves ont le masque sous le nez H24, on fait la police tous les jours. Dès qu'ils sortent du collège, ils n'ont plus le masque, s'embrassent, se touchent et se collent. Ouais, oui, il est plus facile de faire respecter les règles à l'école que dans la rue, je comprends bien. Confinement strict avec juste école ouverte et télétravail obligatoire, me propose Archange Paul. Ok. Qui dit école fermée, Sarah dit 30% de risque en moins aux parents de choper le Covid. Ouais. Ok. Ouais. Ah, il faut. Proposition d'Apocac. Il faut que les écoles. Là aussi, on est sur une troisième voie. C'est intéressant cette proposition. Il faut que les écoles soient ouvertes en hybride. C'est-à-dire, chaque classe divisée en deux et une vient une semaine et l'autre la semaine suivante. Intéressant. Ok. 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 Bubu nous dit, je suis d'avis qu'il faut mettre le pays en pause pendant plusieurs semaines. Donc on revient au premier confinement, à tout fermer, école, travail, frontières. Qui sait si on ne va pas devoir y revenir. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Évidemment, la question de savoir si est-ce qu'il y a beaucoup de parents dans le chat, bien sûr. Ouais. Ok. Ok. D'accord, ok. Ok. Et puis certains s'inquiètent des conséquences pour l'apprentissage des enfants, bien sûr. Voilà. Ok, d'accord. Alors si je reviens au résultat du sondage. Alors, si j'ajoute 17% à 34%, parce que certains me faisaient remarquer quand même qu'il fallait additionner ces deux chiffres pour savoir qui était pour le maintien des écoles ouvertes. Mesure plus stricte 34%, plus 17%. On a donc une majorité d'entre vous, vous êtes 2000, 3000 à avoir voté, à souhaiter que les écoles restent ouvertes. Et ceux qui sont partisans de fermer les écoles, 37% et 12%, je ne sais pas. Intéressant de faire ce sondage. En tout cas, la question se pose, et peut-être qu'on aura des annonces dans les prochains jours de l'exécutif à suivre. Rappelons qu'il y a une conférence de presse de Jean Castex aujourd'hui, en fin de journée, a priori, avec notamment 3 nouveaux départements concernés par les dernières mesures sanitaires. Voilà. Bon, et si on parlait d'autre chose? Enfin, oui et non. Parce qu'on va parler des Jeux Olympiques grâce à la Croix. Voilà. Il y a un article sur les JO au Japon. Et en même temps, la crise sanitaire n'est pas très loin. Pourquoi on en parle ce matin? Parce que vous avez peut-être vu l'image, en tout cas on l'a passé ce matin dans la matinale de France Info. Eh bien, c'est parti pour la flamme olympique. Le parcours de la flamme olympique traditionnelle avant les JO. Eh bien, ça a commencé ce matin. Voilà, la flamme des Jeux de Tokyo vacille mais ne s'éteint pas, titre La Croix. Alors la flamme est donc partie ce matin de la ville de Fukushima. Alors, évidemment, c'est un symbole 10 ans après le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire. Et puis l'article de La Croix, alors vraiment, est vraiment extrêmement intéressant parce que moi, j'avais pas lu beaucoup de choses sur les JO. Et vraiment nous fait comprendre que ces Jeux Olympiques de Tokyo vont se dérouler dans des conditions, dans je dirais même une atmosphère, une ambiance extrêmement particulière. Depuis quelques semaines, à Tokyo, circule une blague sur les Jeux Olympiques. En mars, nous aurons des Jeux sans spectateurs étrangers, des Jeux sans spectateurs étrangers. En avril, des Jeux sans spectateurs japonais. Et en mai, nous aurons des Jeux sans athlètes. Il y a beaucoup de gens au Japon qui se demandent si finalement ces Jeux vont vraiment se tenir. Le jour où le coup d'envoi du relais de la flamme olympique est donné dans la ville de Fukushima, cette plaisanterie mordante sur le destin contrarié de ces Jeux de Tokyo 2020, parce qu'il a été décidé de ne pas changer la date, donc les Jeux de Tokyo 2021 vont s'appeler Tokyo 2020, voilà. Eh bien, cette blague illustre l'état d'esprit qui domine au sein de l'opinion publique japonaise, où se mêlent sarcasme et hostilité en pleine pandémie du coronavirus. Ce que moi j'ai appris avec cet article, c'est qu'il y avait beaucoup de Japonais qui en fait n'en voulaient pas de ces Jeux Olympiques. La Croix écrit « Il semble de plus en plus évident que la volonté du gouvernement japonais et du CIO, Comité international olympique, est de maintenir à tout prix la tenue de ces Jeux. Donc côté gouvernement à Tokyo et côté CIO, on veut que ces Jeux soient maintenus. Et manifestement, ce n'est pas tellement l'avis de la population. » Voilà. Alors du côté des organisateurs, on dit, il n'y a pas de plan B, on dit ces Jeux seront le témoignage de la défaite du virus face à l'humanité. Voilà, c'est l'ancien Premier ministre Shinzo Abe qui avait déclaré ça. Mais, il y a un mais. Si des campagnes de vaccination dans le monde apportent de l'espoir, l'opinion publique japonaise reste
profondément hostile à ces Jeux olympiques. D'une part, à cause des nombreux scandales financiers, plagiat, coûts du stade, propos sexistes aussi de l'ancien président du comité olympique japonais, qui a été écarté. Voilà. Donc il y a tous ces scandales, mais aussi en grande partie par crainte que le virus importé par les athlètes étrangers ne vienne contaminer un pays qui affirme contrôler l'épidémie officiellement. Il n'y a eu que 8 908 morts sur une population de 126 millions d'habitants. Donc si on prend les chiffres officiels, on est quand même très 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 loin des chiffres d'un pays comme la France, par exemple. Alors, la flamme olympique est lancée, la flamme vacille mais ne s'éteint pas, écrit Lacroix, mais ce qui est sûr, c'est que même si ces jeux vont se tenir, ils ne seront vraiment pas comme les autres. On se dirige de plus en plus vers des jeux en distanciel, à l'image de ce que vit la planète entière depuis 1 an. Ils sont très étranges, ces Jeux olympiques. Le fait de ne pouvoir y être ne remet pas en cause l'universalité des Jeux, insistait Éric Monin, sociologue du sport dans la Croix. Le contexte particulier force juste à s'adapter. Alors, version optimiste, on aura des jeux quand même, on aura des jeux différents, mais on aura des Jeux olympiques, voilà, et ça nous aérera, ça fera du bien. Et puis, version pessimiste, pourquoi pas jusqu'à l'annulation. En tout cas, la population japonaise est très peu en soutien de cet événement. Quelles sont les dates d'ailleurs à ce jour? On va les voir. Quelles sont les dates à ce jour des Jeux de Tokyo, qui seront à suivre bien sûr sur France Télévisions. Hop, Jeux de Tokyo, ok. Donc a priori, ça semble ça. 23 juillet au 8 août, exactement. Juju, fin juillet, début août, voilà. Je vois que tu avais l'info. 23 juillet, début officiel, voilà, jusqu'au dimanche 8 août, voilà ce qui est prévu à ce jour. Donc voilà pour ce petit éclairage sur les Jeux de Tokyo dans la Croix. Je suis content parce que j'avais lu assez peu de papier jusque-là sur cette question. On revient à la crise sanitaire. Avec cette question... Non, on va se faire un petit café d'abord. 11h22, là, ça y est, il fait soif. Il fait soif. Un petit café. J'envoie la musique du café. Vous avez le droit, vous, de boire ce que vous voulez. C'est parti. Hop. On range tout ça. Et après, on se pose la question, à quand la fin? C'est super gai ce matin actu. Café. Ah oui, le FC Silmi, j'oublie pas. C'est quoi le FC Silmi, demandent certains dans le chat. J'ai lu un article assez étonnant dans Ouest France ce matin, consacré au FC Silmi, qui pour résumer, alors, FC Silmi c'est missile en fait, est consacré à une équipe de foot virtuelle, voilà, composée d'éminents streamers français, parmi les plus connus, voilà, qui jouent au foot sur Twitch et devant des dizaines de milliers de personnes. C'est un succès complètement fou. L'article se penche un petit peu sur le phénomène. L'article est super bien troussé. Donc on va en parler de ce FC Silmi. Et je vois qu'il y a des fans, je vois qu'il y a des émotes dans le chat. Alors, prenons cette question qu'on est très nombreux à se poser. À quand la fin? Quand est-ce que ça va terminer? Est-ce qu'aujourd'hui, 25 mars 2021, on peut imaginer une date de fin? Est-ce qu'on peut se dire que, je sais pas, à l'été prochain? Est-ce que à l'automne prochain? Est-ce que dans 1 an, est-ce qu'on en aura fini avec la crise du Covid-19? Voilà. Je spoil un petit peu. L'Express a beau se poser la question, il n'arrive pas à répondre parce que c'est extrêmement compliqué. Lisons ces quelques lignes de ce dossier qui est vraiment bien fait, que je vous recommande. Les semaines à venir s'annoncent difficiles. Les vaccins, le beau temps nous offriront sans doute des jours meilleurs. Ça, c'est sûr, il y aura des jours meilleurs. Mais est-ce que ce sera la fin du Covid-19? C'est ça qui n'est pas sûr. La vie, demain, ne sera plus celle d'avant, car nous sommes loin d'être débarrassés du Covid. Pourquoi l'Express écrit ceci dans son dernier numéro, qui vient de sortir aujourd'hui? Jusqu'à la fin de l'année dernière, l'optimisme prévalait. Avec l'arrivée de vaccins efficaces, épidémiologistes, infectiologues, virologues se disaient confiants. La pandémie serait bientôt jugulée. Il y a quelques mois, on disait ça. Les vaccins vont permettre de tuer le Covid. On va en être débarrassé.
Voilà. On disait cet été, là, cet été qui arrive, euh, la pandémie sera jugulée à l'automne, au plus tard. Et puis, des virus 2.0 sont arrivés, les fameux variants. Et ça a tout changé. Depuis, l'optimisme s'est effrité. Les projections des experts sur un retour possible à la vie normale se sont faites plus floues. Et une spécialiste, Marie-Paul Kieny, présidente du comité scientifique sur les vaccins Covid-19, dit ceci. En fait, c'est là où on se rend compte que l'équation est un peu compliquée. Tout va dépendre de la disponibilité des doses, du rythme de campagne de vaccination, de l'efficacité des vaccins à plus long terme. Ça, on se pose beaucoup de questions là-dessus. De leur effet sur la transmission du virus. Là aussi, il n'y a pas de certitude. De notre capacité à l'inoculer aux moins de 18 ans. La question de la vaccination des enfants qu'on commence à poser. De l'apparition ou non de plusieurs variants échappant à l'immunité. Ce sont tous ces facteurs pris ensemble qui vont déterminer la vitesse à laquelle nous sortirons de cette crise, explique donc Marie-Paul Kieny, et on voit pourquoi il est difficile de répondre à cette question. Encore faut-il s'entendre d'ailleurs sur ce que sortie de crise veut dire. Parce que ce que l'Express nous dit ce matin, c'est que ce ne sera pas forcément la vie d'avant. Voilà, les vaccins sont en train d'être déployés dans de nombreux pays, mais cela ne signifie pas que tout sera bientôt résolu. Nous allons simplement passer à une autre phase de cette pandémie. C'est ce que plusieurs scientifiques écrivaient fin février dans la revue The Lancet. Alors bien sûr, on ne devrait à l'avenir plus voir déferler des vagues dévastatrices du Covid, première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est l'espoir. Mais on ne sera pas forcément débarrassé du virus pour autant, parce que pour ça, il faudrait atteindre l'immunité collective pour maîtriser totalement l'épidémie. Voilà. Et l'Express nous explique très bien que cette immunité collective, notamment en raison des variants, elle va être très difficile à atteindre. Voilà. Et qu'il faudrait vacciner une proportion extrêmement importante, et notamment les jeunes, on se pose de plus en plus la question de la vaccination des jeunes, pour atteindre cette immunité collective. C'est pour ça que sur une date potentielle de fin de cette crise, il est très difficile de se prononcer. Je vous lis la fin de ce dossier. Pour finir sur une note optimiste, l'alternative ou peut-être la suite de ce scénario, d'une sortie de crise longue, l'arrivée de médicaments efficaces, parce qu'on parle beaucoup des vaccins, mais il ne faut pas oublier que des milliers de chercheurs à travers le monde cherchent un traitement, pas un vaccin, mais un traitement pour, quand on a chopé le Covid, le guérir. Donc ça peut changer la donne, bien sûr. C'est une possibilité. Ou alors, toujours pour finir sur une note positive, que le virus finisse par se fatiguer, par épuiser toutes ses capacités de mutation délétères, ambiance délétère. Il rejoindrait alors les 4 autres coronavirus humains qui circulent en permanence parmi nous. Il y a 4 autres coronavirus qui circulent actuellement depuis plusieurs siècles et qui ne donnent que des rhumes. C'est l'infectiologue suisse Didier Pittet qui écrit cela. Donc, voilà. En raison des variants, très difficile d'imaginer à très court terme une sortie définitive de la crise sanitaire. Je résume le dossier parce qu'il y a la question de l'immunité collective qui est difficile à atteindre. Mais il y a des game changers, c'est un mot qui est devenu très à la mode ces derniers temps, qui pourrait être l'arrivée d'un traitement, ou encore le virus qui finirait par disparaître. Ça s'est vu. Voilà. Donc il y a Tenob FC qui me dit l'ambiance. Je finis sur un truc positif quand même. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans le dur. Mais ça fait plusieurs semaines déjà que je vous lis des articles sur les épidémiologistes, les scientifiques qui nous disent que le mois de mars va être dur. C'est drôle toutes ces questions que j'ai sur le café que je bois. C'est trop chaud. Qu'est-ce que tu bois comme café alors, pourquoi je bois autant de café? Parce que j'ai une hygiène de vie qui est déplorable, que je ne vous conseille d'ailleurs pas du tout. Je dors 3 heures par nuit, en moyenne. Parfois, je pousse, quand je fais une grasse mat, 4 à 5 heures. Je fais trop de trucs, parce que je fais trop de trucs que j'aime. J'adore Question pour un champion. J'adore l'équipe que j'ai le matin, la matinale de France Info. Voilà. J'adore cette aventure sur Twitch que je vis avec vous le plus souvent possible. Donc je dors pas beaucoup et c'est pas très bien. Voilà. Et puis j'essaie d'être présent le plus possible auprès de ma famille, de mon épouse et de mes 2 enfants. Donc c'est dans le sommeil que j'ai tapé. Donc je bois pas mal de café. Alors je donnerai pas la marque parce que je vais pas faire de pub. Voilà. Mais je bois du café. Je bois du café qui est avec de la caféine dedans. Voilà. Mais j'en bois 2 le matin en me réveillant, j'en bois 4 pendant ma matinale de France Info, donc ça fait 6, et j'en reprends 2 en fin de journée pour me relancer, ça fait 8. Quand je stream, j'en bois 2 de plus pour me maintenir à peu près à niveau, sinon j'arrive pas à parler, ça fait 10. Voilà. Quand je fais Question pour un champion, je stream pas, donc on enlève 2, ça fait 8.
mais du coup, je bois à peu près 6 cafés dans la journée. Donc 8 plus 6, 14, c'est ça? Voilà. Donc maximum 14. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vous conseille, c'est un petit peu excessif. Mais en même temps, comme je m'amuse beaucoup, la fatigue imprime pas trop et pour l'instant, ça tient. Bon, bonne nouvelle. On va vers des trucs un peu plus sympas là. On a parlé de politique, on a parlé de Xavier Bertrand, on a parlé de la présidentielle, on a parlé du Covid. Je vous ai gardé des trucs vraiment sympas pour terminer. Euh, des belles histoires, des belles personnes. Mais d'abord, je vous ai promis de vous parler du FC. Quel FC je vous ai prévu de parler? Est-ce que vous suivez un petit peu? Je vais vous chercher l'article. Le FC, il s'agit de football. Le FC, est-ce que vous avez la ref? Voilà, Silmi, exactement. Alors, normalement, je me suis envoyé, bougez pas, en mail, l'article de West France, que j'ai retweeté d'ailleurs. Si vous le cherchez, vous allez sur mon compte Twitter. J'ai posté ce matin d'ailleurs l'article de West France, qui est vachement bien fait. Je vais le chercher et on le lit ensemble. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai reçu 600 mails depuis ce matin. Bougez pas. Ok. Je crois qu'il est là. Je l'ai. Qu'est-ce que le FC Silmi? J'ai l'article. Je vais essayer de vous l'afficher. Hop. Voilà. Tac. Bougez pas. Je vais vous mettre ça. Et on va le lire ensemble. C'est vraiment sympa. Tac. Tac. Parce que je fais les bruitages aussi. Voilà. Alors si je fais ça, est-ce que vous l'avez? Oui, voilà. Vous allez voir, on va se régaler. L'article est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, vous l'avez. J'ai vérifié que vous l'aviez. Alors, Zinedine Zidane, on va se régaler. Rodolphe Kerbeuf. Qu'est-ce que le FC Silmi, ce club de foot virtuel? C'est un article de Clément Lelay qui fait un super travail, qui suit tout ce qui est e-sport, actualité numérique pour Ouest France. Voilà. Alors, voyons de quoi il retourne. Depuis maintenant un mois, la plateforme de diffusion en direct Twitch, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc génial où il se passe plein de choses, accueille un mois seulement, et c'est un succès fou, un club de foot virtuel, le FC Silmi. Sur le jeu vidéo FIFA 21, 8 streamers, et je pense que vous en connaissez la plupart parce que c'est parmi les plus populaires en France, 8 streamers ont donné vie à ce projet foot décalé qui connaît un véritable engouement dans le monde de l'e-sport, digne des plus grands clubs professionnels. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a quasiment autant de supporters que pour un grand club. Alors, West France nous raconte. Ça fait maintenant un mois que le club de foot du FC Silmi se taille une réputation similaire à un club de Ligue 1. Ça, sur la plateforme de diffusion Twitch, 8 streamers se réunissent tous les lundis soirs sur le jeu vidéo FIFA 21. C'est ça le principe, c'est tout simple. Sauf que c'est un peu foufou. À partir de 20h30 jusqu'à une heure non définie, 2h du matin, voire 4h, ils organisent une soirée où s'enchaînent les matchs. Voilà. Et alors, l'article explique que sur ce jeu, FIFA 21, c'est ça qui est intéressant, eh bien, on peut créer un joueur fictif, intégralement modifiable. On peut gérer l'apparence physique, la taille, le poids, les qualités techniques du joueur, son style de jeu, etc. etc. Alors, les 8 streamers sont donnés à cœur joie et ont inventé des personnages, des joueurs. Les streamers sont Domingo, Étoile, DFG, Jiraya, Xari, Mister MV, Rivenzi et Ponce. Je pense que vous les connaissez. Voilà. Alors le nom du club, ça vient d'où? FC Silmi, eh bien c'est missile à l'envers en verlan, ça me donne le FC Silmi. Ça c'est le nom, la marque du club, une touche excentrique mais en se prenant quand même assez au sérieux, hein, parce que le jeu c'est sérieux. Voilà. Alors vous allez voir, il y a un passage où chaque streamer parle de son joueur. Voilà. Alors les résultats, parce que le FC Silmi a beaucoup de succès sur Twitch, mais les résultats ne sont pas encore là. Après 4 lundis, leur historique est le suivant. 28 victoires, c'est bien. 9 matchs nuls, c'est bien. 61 défaites. Donc le palmarès n'est pas encore là. Donc après 7 saisons composées de 10 matchs, c'est bien, parce qu'ils en jouent des matchs tous les lundis. Le club est en 9e division sur 10. On va dire que c'est moyen. Il a connu 4 montées et aussi 3 relégations avec une apogée, le max, c'était la 7e division. Voilà. Donc, les résultats sont encore à venir. Mais ce qui est étonnant, ce sont les chiffres d'audience. Voilà. West France nous raconte, on dénombre 80 000
à 100 000 spectateurs répartis sur les 8 diffusions. Donc il y a du monde. Il y a déjà 28 000 abonnés, je suis allé voir tout à l'heure sur le compte Twitter du club. Voilà. Et Sébastien, qui est la personne derrière le compte Twitter, est un petit peu surpris. Il s'attendait qu'il y avait quelques personnes, mais il ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Il y a Rivenzi qui explique d'ailleurs, il y a des personnes qui sont passionnées de foot et ils retrouvent un petit peu cette ambiance qu'il y a dans les stades et qu'on a perdu, ceci expliquant peut-être cela. Voilà, donc là on avait un, un petit tweet du fameux compte du FC Silmi avec l'ami Ponce que vous reconnaissez. Et puis alors, la partie la plus sympa de l'article, finalement, c'est la présentation des 8 streamers et des 8 joueurs. On commence avec le gardien de but qui est Ponce, Pompon le Pipou, surnommé au départ par les supporters la passoire provençale. Alors c'est le gardien, Ponce, l'ami Ponce, qui a connu des débuts difficiles, raconte qu'Ouest France, sa progression est néanmoins fulgurante avec, sur la dernière session, 91 arrêts, plus de 51% quand même, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'est Ponce, c'est le gardien. Il y a le défenseur central, Rivenzi ou Rodolphe Kerbeuf, hein, c'est son personnage. Voilà. Alors comment il a trouvé le personnage? C'était à la fois un hommage à Franck Leboeuf et un mélange de breton pour le Caire, hein, Rodolphe Kerbeuf. Voilà. Alors, quels sont les points forts et les faiblesses de Rodolphe Kerbeuf? Bonne connaissance tactique, mais souvent des grosses boulettes comme provoquer un penalty en toute fin de match alors que l'équipe mène 2-1. Vous avez la sentinelle aussi, Mister MV, ou Connor de Virus. Voilà, petit clin d'œil à la chanson de Renaud Coronasson. Voilà. Alors, Mister MV, c'est le doyen de la bande, voilà, et il est chargé de rassurer la défense tout en distribuant le jeu. Deuxième meilleur joueur de la soirée pour sa régularité. Vous avez le milieu relayeur, Domingo ou coach Bizot, alors entraîneur et joueur, le coach du FC Silmi, qui aide les siens sur le terrain. Il choisit la tactique, le dispositif. Il est aussi le porte-parole des causeries dans les moments compliqués. C'est lui qui anime les conférences de presse. Voilà, il est aussi considéré comme le meilleur joueur de la dernière session. Le milieu offensif, c'est Xari ou Luc Arnaud. Luc Arnaud. En fait, il faut le lire très vite pour comprendre la blague. C'est Luc Arnaud, référence à la lucarne. Hein. Où on peut mettre des coups francs ou des corners, par exemple. L'ailier droit, c'est Jiraya. Ou Zinedine Zidane, voilà, vous apprécierez le jeu de mots, un numéro 10 dans le dos, qui joue sur l'aile droite. Voilà. L'ailier gauche, c'est Étoile, l'ami Étoile, ou Désolai, voilà, le streamer qui a la lourde tâche de contrôler le reste de l'équipe avec les postes non occupés, hein, parce qu'il a son joueur virtuel qui est ailier gauche, voilà, mais il gère également le reste de la défense, voilà, donc ça, il a beaucoup de travail. D'ailleurs, il est élu joueur de cette semaine par les supporters, avec 3350 voix. Et puis vous avez le buteur, DFG, ou Antorsovski, voilà, petit jeu de mots avec entorse au ski, tout simplement. Et ça, c'est le buteur. Alors, un ratio qui est quand même pas encore super élevé, mais 16 buts quand même lors des 27 derniers matchs. Voilà pour cette histoire qui est assez amusante. Oui, ma puce. Oui, oui, je sais. Oui. Merci, ma puce. Ça va? Oui. Pour les... T'as envoyé la photo? Oui. T'as eu un retour? D'accord. Alors, petit moment famille, parce que mon épouse sait que je suis très, 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 très distrait. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Bougez pas. Très, 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 très distrait. Et elle me rappelle qu'on est jeudi. Et donc, que le jeudi, il ne faut pas aller chercher Malou à l'école, ce que je peux faire quand même, parce qu'il mange à la cantine. Voilà. Mais comme je suis très distrait, je peux tout à fait aller à l'école quand il y a cantine. Et revenir parce que ça sert à rien, ou alors le mercredi, ça m'arrive aussi régulièrement d'aller à l'école pour chercher Malo le midi, alors qu'il n'y a pas école et qu'il est chez sa grand-mère. Donc ça, je le fais très classiquement. Et Hélène, très gentiment, est venue me le rappeler. Voilà, charge mentale, tout à fait. Ça pique un peu dans la gorge, petit café, et on continue avec des beaux papiers, vous allez voir. Je vois pour Luc Arnaud, j'avais mal lu l'article, ou alors c'est l'article avait mal compris, c'est Luc Arnaud posé. Mais oui,
je crois que le journaliste de Ouest France, en fait, moi j'ai pas vu encore le jeu, s'intéressait qu'au prénom Luc Arnaud, mais le nom complet c'est Luc Arnaud Posé. Luc Arnaud Posé. Ok, alors où j'ai mal lu l'article, ou le journaliste n'a pas compris, je pense que c'est plutôt moi qui ai mal lu d'ailleurs. Et vous êtes mais des milliers à m'avoir corrigé. Donc Luc Arnaud Posé, ça y est, je n'avais pas vu sur le coup. Merci, merci, merci. Ça y est, maintenant j'ai le jeu de mots, j'ai la ref, et c'est vrai qu'il est super. Faute de l'article, vous êtes sûr? Waouh, à mon avis c'est moi, j'y retourne. J'y retourne. Rendons à César ce qui est à César, je suis sûr que c'est moi qui me suis trompé. J'y vais, Luc Arnaud. Vous avez raison, c'est l'article, c'est trompé. Il donne juste, Xari, il donne juste Luc Arnaud, voilà, en référence à la lucarne opposée. Luc Arnaud, ah oui, non, mais l'article oublié de citer le nom de famille, voilà. Et c'est Ouest France en tout cas, mais moi je dis bravo. Bravo aux journalistes, hein. C'est Clément Lelay qui fait un super boulot sur tout ce qui est e-sport et numérique dans Ouest France. Ouest France pour le journal qui publie cet article. Quelle heure il est? 11h41, on est sur un bon rythme. J'ai 2 beaux articles encore à vous lire et après on fera un raid. Pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui découvrent Twitch, raid pour moi c'est un des trucs vraiment caractéristiques de ce bel univers, à savoir que tout streamer a la possibilité en fin de stream d'inviter sa communauté, ceux qui le regardent, eh bien, à découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Hop, un petit clic et on bascule tous ensemble vers quelqu'un d'autre qui est en train de jouer aux jeux vidéo, qui est en train de dessiner, qui est en train de peindre, qui est en train de faire de la musique, qui est en train de faire de la cuisine. Parfois devant quelques dizaines de personnes seulement, alors qu'il fait un truc super. Et on y va massivement et on découvre une personne, un univers, une sensibilité, un humour. Et lui ou elle, ça lui permet de présenter son travail depuis devant subitement plein de gens. Et la personne en général gagne plein de followers et ça fait des super jolis moments. On fera ça dans 10 minutes. Mais d'abord, on va... ouais, certains me disent pourquoi on n'ira pas voir un joueur d'échecs, pourquoi on n'ira pas voir Thierry Moreau, pourquoi... Bon, on va voir tout ça. Vous me ferez des propositions dans le chat tout à l'heure. 2 beaux articles. Un truc de musique et un truc sur la différence. Prenons d'abord la musique. C'est dans le Figaro et vous, c'est les pages culture du Figaro, c'est extrêmement bien fait. Voilà. Hein, je ne vous vanterai jamais assez la presse. Pour ceux qui ne lisent pas la presse, faites l'expérience de temps en temps. Achetez un journal, n'importe lequel, au pif. Achetez Le Monde, achetez Libération, achetez le Figaro, achetez l'Humanité, achetez l'Opinion, achetez La Croix, achetez un journal régional, achetez un magazine. Et vous allez kiffer. Mais ne lisez pas tout. Je ne vais pas lire tout, ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Feuilletez-le, hein, c'est mon conseil. Vous le feuilletez et vous vous arrêtez sur un article qui vous fait de l'œil, un thème qui vous intéresse, une actualité que vous avez envie de suivre, voilà. Et vous allez apprendre des choses et vous allez trouver ça bien écrit, voilà. Et vous allez aller un petit peu plus loin. Et vous lisez pas tout. Non, vous allez chercher un deuxième article, voilà. Et vous êtes dans le plaisir. Il faut que ce soit un plaisir, voilà. Et puis le jour où vous avez du temps, bah, vous lisez tout le journal. Mais voilà. C'est du bonheur, c'est le message que je veux vous faire passer. Comme cet article par exemple, mais quel kiff, j'ai appris tellement de choses. Voilà. Closer, ça passe, me demande Tatouf, mais Parfois je devrais lire le pseudo avant, avec les yeux avant de le lire. Je me suis bien fait avoir là. Oh là. Oh non, non. Ah non, c'est pas possible. Oh non. Pas de clip. Pas de clip là-dessus, je veux pas voir ça sur Twitter. Oh non, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai lu? Mais c'est quoi ce pseudo sérieux, quoi? Non. Les modérateurs en sueur, là. Non, mais c'est pas possible. Comment je peux... Alors, je me suis fait avoir, là. Vous avez compris ce qui se passait. J'ai pas beaucoup dormi, je suis en train de... Parfois, j'ai du mal à lire les pseudos. Voilà, et là, je me suis bien fait avoir. Bon, et je pense que la personne derrière ce pseudo doit tellement s'étrangler de rire. Mais c'est pas possible. Je suis bien fait avoir. Donc... je sais pas ce que tu me disais, donc la personne avec le pseudo intéressant là. Ah oui, si, Closer, c'était une bonne lecture. Mais pourquoi pas? Mais je suis sûr que dans Closer, il y a des trucs intéressants. Pas tout, mais je suis sûr qu'il y a des trucs. Vous allez apprendre des choses. Je me suis fait avoir. Légendaire ce pseudo, ouais. C'est pas grave, Samuel, ça arrive. Mais je sais que c'est pas grave, mais je me suis bien fait avoir quand même. Allez, lisons cet article du Figaro qui est juste génial sur Robert Johnson, la vérité sur la première rockstar de l'histoire. Je ne connaissais pas cette histoire. Alors en fait, il y a 2 livres qui sortent sur ce monsieur. 2 ouvrages qui apportent un éclairage nouveau sur la vie et l'œuvre de cette légende du blues, Robert Johnson, disparu en 1938. Ça remonte quand même un petit peu.
Un héros de Bob Dylan, Eric Clapton et des Rolling Stones, il est l'auteur d'un des répertoires les plus puissants du genre. L'histoire, voire le mythe, voire la légende, c'est juste passionnant. Entré dans la mythologie, le chanteur et guitariste de génie est devenu une figure emblématique. Outre qu'il a été un des plus brillants compositeurs de classiques du blues, il y a aussi bien au-delà du succès qu'il a eu quand il était vivant, c'est-à-dire très relatif, voilà, très local, dans la région du Mississippi, il est devenu une légende et il est devenu post-mortem, le pauvre, l'un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire. Les plus grandes stars, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Keith Richards, Eric Clapton, ont élevé cet homme, Robert Johnson, au rang de Dieu. C'est dommage parce qu'il a connu le succès après son décès. Les Rolling Stones ont même repris 2 de ses compositions, Love in Vain et Stop Breaking Down, sans se donner la peine de citer leurs sources. Et à ce propos, Mick Jagger, ce filou de Jagger, écrit le Figaro, a déclaré « Il n'a pas de descendant connu, c'est donc nous qui prenons l'argent. » Sympa, Mick Jagger. Filou, dit le Figaro. Alors, l'histoire de cet homme est assez fascinante. Jugé médiocre à ses débuts, rejeté par le public comme par ses confrères, Johnson, ça c'est la légende en fait, aurait disparu quelque temps avant de revenir, vous connaissez peut-être cette histoire, doté d'un talent surnaturel qui faisait l'envie de tous. Aux yeux de ses pourfendeurs, c'est certain, le jeune homme aurait vendu son âme au diable en échange du don, le don de jouer de la guitare comme un dieu. Le dit échange aurait même eu lieu à un carrefour, le fameux Crossroads de la chanson du même titre, Une nuit. Ce pacte faustien serait forcément la seule explication de la virtuosité du musicien, le premier à faire sonner une guitare comme s'il jouait de 2 instruments. Je ne peux pas vous faire écouter une chanson, hein, en raison des droits d'auteur. Bien sûr, sur Twitch, vous savez qu'on ne peut pas jouer vraiment une chanson. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une légende comme quoi ce guitariste moyen serait devenu un guitariste de génie après un pacte faustien. Il aurait vendu son âme au diable. Alors, évidemment, c'est un peu une légende et il y a des historiens du blues qui se sont penchés sur la vie de ce monsieur et qui ont dit bah non, pas du tout. Il avait une vie en fait beaucoup plus simple, beaucoup plus normale. Il avait une famille, une vie compliquée, veuf à 2 reprises, accablé par le malheur tout au long de sa vie. Robert Johnson n'avait en somme rien de diabolique, ont écrit ses biographes. N'était-ce sa faculté à composer des chansons définitives, concises et bien écrites. Peut-être la force du mythe, l'homme qui a vendu son âme au diable, a-t-elle permis de propager la musique de Robert Johnson plus aisément? Pourtant, la puissance de celle-ci suffit à le placer au-dessus de ses compétiteurs. Chanteur superlatif, compositeur et parolier doué, guitariste virtuose, Johnson était doté d'assez d'atouts pour que le diable en personne n'ait pas à s'en mêler. Ce que je vous invite à faire après notre petit échange de ce matin, c'est d'aller écouter Robert Johnson. Vous tapez ça sur votre appli musicale préférée de stream ou encore sur Internet. Vous allez voir, on est sur le blues, on est au début du rock. Et je vois que certains connaissent. Robert Johnson, petit conseil musical de la journée. Et pour finir, un super bel article dans Paris Match. Voilà. Une belle histoire, celle d'un jeune homme qui s'appelle Samuel, quel joli prénom, Samuel Alain Abitbol, c'est lui. C'est un comédien. Et il y a un très bel article, un très beau portrait dans Paris Match. Voilà. Je vous lis ces premiers mots qui sont intéressants parce qu'ils ne font pas référence à son handicap. Samuel Alain Abitbol, l'acteur qui fait la différence. Il y a un petit clin d'œil avec le mot différence. Il ne court pas. Il vole. Effet collatéral du succès d'une colossale joie de vivre, barman dans la série Plus belle la vie, suspect idéal dans Meurtre en pays Qatar, Samuel Alain Abitbol, 23 ans, a trouvé sa place dans le cœur des téléspectateurs. Il tiendra bientôt sur M6 l'un des rôles principaux d'Invulnérable, téléfilm réalisé par Stéphanie Pionka. L'acteur, qui s'adonne aussi à la peinture, compte y déployer toute la palette de son jeu, lui qui a toujours refusé d'être limité à ses particularités génétiques. Et ce que je trouve formidable, c'est que dans la première présentation que fait Paris Match de ce jeune homme, il n'y a pas un mot en fait du fait que cet acteur est trisomique. Il a la trisomie 21. Et ça vient beaucoup plus tard. Et on découvre, c'est plusieurs pages d'ailleurs, il y a combien de pages? 2 pages entières consacrées à ce jeune homme, et bien qu'effectivement il est différent, il n'est pas comme les autres, et il est formidable. Lisons cet article, une partie.
Casquette vissée sur la tête, banane et écouteurs sans fil, Samuel Alain Abitbol est un acteur ancré dans son époque. Avec une ligne en plus sur son CV, il est atteint de trisomie 21. Je peux jouer d'autres rôles que les trisomiques, prévient-il en s'attablant pour le rendez-vous avec le journaliste. Je danse, je chante, je joue, je peux tout faire. Écrivez-le, absolument, dit-il à la journaliste. Voilà. Samuel sait rire, sait faire rire. Il monte sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, lors d'un spectacle de danse africaine. La photo est ici. Depuis les coulisses, le garçon entreaperçoit les 400 visages du public et pâlit d'angoisse. On me disait qu'il ne fallait pas le pousser, se souvient sa maman, Valérie, qui est appelée à la rescousse. Je suis allé le rassurer, mais je voulais pas qu'il se défile. Quand le rideau s'est levé, son visage s'est illuminé. Tout le monde était ébahi par sa façon de danser. Ce fut un triomphe. Dès sa naissance, raconte sa mère, eh bien, elle a pris son handicap à bras-le-corps sans se laisser submerger. Elle ne lui accordera pas de traitement particulier. Lorsqu'il rentre de l'école primaire, en pleurant, en sanglotant, parce qu'un camarade l'a surnommé Triso, le Triso, elle lui rappelle que c'est un fait, que ce n'est pas une insulte. Mes amis s'offusquaient, me trouvaient trop dur, explique la maman, mais Samuel devait impérativement s'endurcir, sinon nos efforts pour le maintenir dans un parcours scolaire classique auraient été inutiles. Afin qu'il soit scolarisé comme tout le monde, mère et fils ont dû, année après année, se battre avec acharnement, non pas contre les écoles réticentes d'ailleurs, mais contre la maison départementale des personnes handicapées, hein, qui voulait en fait que cet enfant différent ne suive pas un cursus scolaire classique. Et pourtant, fils et mère se sont accrochés, Samuel a obtenu gain de cause et il est devenu le premier trisomique à obtenir le baccalauréat. Voilà, moi je trouve cette histoire qui est formidable. Et on a une longue interview de ce jeune homme qui vit ses rêves à fond, voilà, qui veut chanter aussi. Voilà. Et la fin de l'article de Margaret MacDonald écrit ceci. Samuel n'est pas le premier acteur trisomique. Il y a eu Pascal Duquesne, il y a eu Marin Gerrier, il y a eu Marie Dalzotto. Tous ont été remarqués, tous ont été applaudis avant de retomber, hélas, dans l'oubli, la carrière en berne, car la différence, le handicap notamment, demeure une exception au cinéma. Mais Samuel ne désespère pas. Voilà, j'ai été bluffé par... je ne connaissais pas ce jeune acteur. J'ai été bluffé par la passion, l'engagement qu'on devine là dans cette histoire familiale du côté de ce jeune homme et de sa famille, et notamment de sa maman. C'est-à-dire dans Paris Match, si vous voulez lire cet article. Et ce matin, le premier réflexe que j'ai eu d'ailleurs, c'est d'aller voir sur Twitter si ce jeune homme avait un compte Twitter pour lui envoyer un DM pour l'inviter, parce que je me suis dit, ah mais il faut lui donner la parole, il faut qu'il nous raconte ses rêves, il faut qu'il nous raconte tout ça. Ouais. Et puis il n'a pas de compte Twitter, donc j'ai pas pu lui envoyer de message, mais peut-être que j'aurai l'occasion de rentrer en contact avec lui ou avec sa famille ou avec son impresario pour proposer qu'il vienne nous voir et qu'on échange avec lui. Voilà, je voulais juste lui dire un grand bravo, parce que j'avais été vachement touché par ce parcours de vie et par ce portrait. Et la presse, c'est ça. La presse, ce n'est pas que de l'actu, c'est des histoires en fait, c'est des histoires de gens. Et parfois des histoires édifiantes avec des personnes incroyables qui vivent des choses incroyables, qui se dépassent. Hein, la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, Albert Camus. Et c'est ça en fait. Et pour moi, les journaux, c'est ça. Évidemment, c'est se tenir au courant un petit peu du monde dans lequel on vit et essayer de le comprendre. Et puis c'est aussi parfois des destins comme ça qui nous font espérer un peu plus que la veille, parfois, dans l'humain. Voilà, donc je trouvais que ce portrait allait bien en ce sens. Les amis, il a Instagram? Ah oui, moi je ne suis pas sur Insta. Oh mais vous êtes super, vous êtes en train de me dire qu'il est sur Instagram. Alors je ne suis pas sur Insta, mais il faut que je crée un compte alors. Sur Insta. Ok, super. Ok, super. C'est le prochain James Bond, écrit quelqu'un. J'espère bien. Les amis, un grand merci. Je voulais m'excuser un petit peu pour le propos parfois un peu décousu, c'est vrai que je manque un petit peu de sommeil, mais ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas streamé et je tenais à être avec vous ce matin. Et aussi vous annoncer et vous rappeler que ce soir, à 18 h, sur cette même chaîne Twitch Samuel Etienne, on a rendez-vous avec Grand Corps Malade. 18 h, le chanteur, le slammer sera avec nous et avec vous, puisque c'est pas moi qui pose les questions, je vous rappelle le principe. La rencontre Etienne, c'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez des questions. Donc ce soir, Grand Corps Malade, à 18 h, ici même. Cette fois, je serai à l'heure. Et c'est vous qui lui poserez toutes les questions que vous souhaitez. Rendez-vous à 18 h. Que vous dire encore, n'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch comme ça.
Dès que je stream, vous avez la notification sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. Par exemple, pour ne pas louper Grand Corps Malade ce soir, n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter puisque c'est là que je dis quand je stream, quel jour, quelle heure. N'hésitez pas aussi à aller, si vous voulez écouter ce stream en vous promenant ou en voiture. Il y a aussi un podcast que j'ai créé parce que certains me disaient bah attends, là je peux pas te regarder, mais je peux t'écouter, c'est plus simple pour moi. Donc il y a un podcast sur Spotify. Hop, je vous le mets dans le chat, il est là. Ici, toc, toc. Voilà, ça c'est le podcast. D'ici une demi-heure, il y sera. Et on se donne rendez-vous ce soir à 18h avec l'ami Grand Corps Malade. On se fait un petit raid. Hop, laissez-moi allumer ça. Proposez-moi dans le chat quelqu'un que vous aimez bien, un streamer, une streameuse, quelqu'un qui fait quelque chose de formidable et qui n'est pas regardé par beaucoup de gens, voilà, avec peu de viewers. C'est pas la peine de faire un raid vers les gros streamers, je vois vraiment pas l'intérêt. Il s'agit de découvrir quelqu'un qui le mérite, qui fait des trucs sympas. Je vous mets un petit écran de pause, donnez-moi 1 minute, 2 minutes, je lis vos propositions. Et puis dès que j'ai trouvé quelqu'un, je vous l'annonce. Dans 2 minutes max, on va faire un petit raid vers quelqu'un. C'est toujours des chouettes moments de découverte. A tout de suite, bougez pas. Les amis, je crois que j'ai trouvé. Ça fait quelqu'un auquel je pense depuis longtemps et je crois que j'ai jamais fait de raid vers cette personne, cette artiste. Voilà, et ça fait longtemps que vous êtes nombreux à me proposer de faire un petit raid vers cette personne. Dans quelques secondes, vous allez être réorienté. Voilà, soyez sympa, posez des questions, soyez à votre image, c'est-à-dire curieux et bienveillant. Je vous envoie ça dans quelques secondes. Bonne fin de journée. On se retrouve à 18h avec Grand Corps Malade. Prenez bien soin de vous.